Alors bonjour à tous et à toutes. Alors ce soir, le thème de ma conférence porte sur est-ce que l'amour est promesse de bonheur ou est-ce un défi à surmonter? Et donc, en fait, j'ai été interviewée il y a très peu de temps par une journaliste sur ce sujet. Et après l'entretien, je me suis dit, oui, mais quand même, elle part du postulat que forcément, à la clé, si on est en couple ou si on trouve le bonheur en couple, ici on parlait du couple, eh ben forcément, il y a quelque chose à gagner. Enfin, ça va être forcément mieux à deux en couple, puisque si elle dit défi à surmonter, ça veut dire qu'il faut travailler au couple pour y arriver. Et là, on retrouve je ne sais combien de conférences que j'ai données sur comment faire avancer son couple, quels sont les ingrédients du couple épanoui, ça c'est toutes des conférences que j'ai données, comment améliorer la communication, quelles sont les techniques, comment vous devez travailler, entre guillemets, dur pour faire, pour faire avancer, pour y arriver, quoi, afin que votre couple soit harmonieux et réussi. Donc ça, c'est le postulat, comme quoi le défi à surmonter qui est si on travaille, si on sort nos manches, on va y arriver. D'accord ? Mais derrière ce postulat, ça veut dire que oui, le couple est promesse de bonheur dans cet article où je m'étais fait interviewer. Et donc, moi, je me suis dit, dans cette conférence que je vais donner avec vous, je vais déjà vous aider à questionner le postulat en amont. J'aime bien toujours déconstruire les idées reçues, et notamment déjà celle de cette idée que si on travaille au couple, alors tôt ou tard, on va finir par y arriver, et donc on finira par être épanoui en couple. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Y a-t-il une promesse de bonheur, d'épanouissement à travers la dyade couple, toi et moi? Voilà. Est-ce que déjà c'est vrai? Et ça va être tout le développement que je vais faire dans cette conférence, avec évidemment, comme j'ai l'habitude de faire, thèse et antithèse, c'est-à-dire, vous allez voir que je dis toujours oui et non. Et comme d'habitude, je dirais oui par moment et non par moment. J'ai quand même aujourd'hui un positionnement personnel. Alors, je vais vous donner ma vision à moi, mais après, je vous donnerai la vision des autres, parce qu'il n'y a pas que moi qui a des croyances sur est-ce que le couple est promesse de bonheur ou pas. Mais je vous donnerai quand même ma vision perso, qui aujourd'hui n'est pas pessimiste ni désabusée. Si vous me trouvez trop désabusée, vous ferez comme ça. Comme ça voudra dire Véronique, tu es trop désabusée. Repars dans l'autre côté, du côté oui, le couple est promesse de bonheur, yes, on va y arriver, on va retrousser nos manches. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux avoir pas une désillusion, hein, mais plutôt une vision comme quoi le couple est vecteur d'agrandissement d'un sentiment de sécurité, de stabilité. C'est beaucoup d'enquêtes qui ont été faites sur ce sujet pointent vers ça. Donc d'une certaine forme d'épanouissement, mais d'un lieu qui pourrait montrer que vous avez réussi votre vie, que vous avez une vie accomplie, que vous avez gagné quelque chose, le gros lot, alors là j'y suis pas du tout. Enfin, je ne crois pas du tout à ça, et je vous le dirai. Alors, le problème des postulats comme ça, le couple comme promesse de bonheur, vous allez avoir vos propres croyances. Moi, j'ai les miennes, vous allez avoir les vôtres. Et en fait, faites attention à votre système de croyances parce qu'on est tous prisonniers et piégés par nos biais cognitifs, ce qu'on appelle des biais cognitifs, qui sont des biais de croyances. Un des biais que vous pouvez avoir ici, c'est un biais optimiste. Oui, c'est vrai, c'est mieux à deux que seul. J'ai eu des commentaires comme ça sur ma chaîne. Seul, on n'avance pas. Seul, on est malheureux. Seul, ça ira pas, d'accord? Donc, je vais finir seule avec mes chats, etc. Donc, on entend des fois ce biais optimiste, hein, qui est, oui, le couple est promesse de bonheur, et en trouvant, en séduisant, en y montrant de la volonté, on va finir par y arriver. Hein, et de la volonté à deux. Voilà, donc ça c'est un biais cognitif qui peut être un biais optimiste, à savoir que les biais optimistes ne sont pas forcément mieux que les biais pessimistes. Il y a des gens qui sont plutôt pessimistes et qui vont dire un peu plus comme moi, j'aurais plutôt tendance à avoir un biais pessimiste en disant bah, le couple ne peut pas tout apporter, mais parfois ça peut être sympa, parfois ça peut être pas mal, mais parfois ça peut être complètement tendancieux et dangereux parce qu'il y a des personnes qui vont s'effondrer.
qui vont avoir des troubles anxieux, dépressifs, suite à des ruptures ou des désillusions ou des déceptions, j'en vois tous les jours. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément promesse de bonheur, puisque la plupart, et ça c'est mon biais pessimiste, puisque la plupart des gens qui consultent, ils ne vont pas bien du tout. Ceux qui vont bien, je ne les vois pas, moi. Donc, et alors, même s'ils vont bien, même si vous côtoyez des couples qui vont bien, est-ce qu'ils vont bien vraiment en mode sur l'échelle du bonheur à 100%? Je ne pense pas. Voilà, ils vont trouver un certain arrangement. Mais mon biais est un peu biaisé, étant donné que moi, je ne suis consultée que par des personnes qui souffrent, en fait, et qui souffrent des fois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est évidemment, puis par rapport à mes expériences, j'arrive à une forme de distanciation par rapport à la promesse de bonheur, c'est-à-dire à l'idéologie du couple comme étant quelque chose une forme de réalisation, d'accomplissement, je vais réussir ou rater ma vie si je fais un couple, ou si je fais des enfants, ou si j'ai ma petite famille dans la prairie. Donc, moi, j'ai une distance par rapport à ça que j'ai acquise aussi avec le temps. Mais je pense qu'il y a des périodes dans la vie où il faut passer par des expériences comme ça autour de cette croyance, le couple, promesse de bonheur, pour pouvoir avoir ensuite de la distance. Mais j'ai parfois en consultation des personnes qui n'arrivent pas du tout à remettre en perspective ce rêve amoureux, ce rêve du couple romantique, et n'arrivent pas à le déconstruire. C'est juste pas possible, c'est pas le moment. Elles ont besoin, et je leur dis, mais là, de toute façon, c'est pas le moment d'entendre autre chose que ce qui te fait souffrir, c'est le film que tu crées autour du couple promesse de bonheur. Alors souvent des femmes, et ça peut être des hommes, mais majoritairement des femmes, qui rêvent de cette idée, c'est plutôt une idée, qui est aussi une hypnose, le rêve romantique, qui est un jour je trouverai la bonne personne, je ferai le couple génial, et à ce moment-là tout ira bien dans le meilleur des mondes, je serai comblée. Et donc certaines fois, les personnes, même si elles me disent, mais je sais que il n'y a pas le prince charmant, mais je sais. Mais non, mais tu ne sais pas, puisque tu y crois toujours et encore. Donc tant que tu n'as pas déconstruit et que tu n'as pas d'option, que tu te dis, mais oui, donc ça veut dire que le rêve est toujours hypnotique, en fait. Voilà. Donc je voudrais vraiment développer ça. Donc j'étais en train de dire qu'il y avait le biais pessimiste et le biais optimiste. Soit vous êtes dans le camp de ceux qui adhèrent à cette idée que le couple est promesse de bonheur, ou vous pouvez être dans le camp qui me ressemble le plus, qui est pas forcément, oui, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix. Voilà, plutôt un biais plutôt pessimiste. Il y a d'autres biais cognitifs aussi qui existent, qui est ce qu'on appelle l'effet de vérité illusoire. C'est les personnes qui ont tendance à croire qu'une information est vraie après une exposition répétée. Donc, par exemple, vous avez vécu des expériences douloureuses ces derniers temps. Voilà, vous avez fait des expériences voire traumatiques, amoureuses. Et donc, du coup, vous avez un effet d'illusion de vérité parce que une, deux, trois fois, vous êtes fait avoir avec un couple difficile. Et du coup, vous avez un biais pessimiste, par exemple. Vous dites, moi je ne veux plus y croire parce que là, ça a été trop la galère, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Mais en fait, c'est juste un biais. Ou alors, ce qu'on appelle le biais de la disponibilité en mémoire, c'est aussi par rapport à des événements récents. Donc, vous êtes complètement focusé sur la dernière histoire, la dernière aventure qui a capoté. Et donc, vous êtes... c'est comme si ça avait toujours été comme ça, ou ça sera toujours comme ça. Où ça n'a jamais été autrement, donc vous n'êtes pas du tout, vous êtes interprétatif en fait, vous n'êtes pas objectif. Voilà, donc c'est intéressant, je vous parle de ces biais parce que moi j'entends de tout, y compris sur les commentaires sur ma chaîne, et souvent j'entends des personnes qui sont dans des camps complètement opposés. Oui, le couple est promesse de bonheur, à deux c'est franchement mieux, tout seul, oh là là, ou alors j'entends vraiment l'inverse, vaut mieux éviter, vaut mieux être tout seul, parce que vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est trop dangereux, etc. Alors si vous voulez parler avec plaisir, je vous donne le micro. Que vous pouvez vous faire passer. Je ne sais pas si il marche. Oui, il marche. Oui, ben, juste une petite question là. Donc, dans la version du couple, si je comprends, enfin, pour les couples qui ça dure un moment, il y a une histoire de raison parce que ça fait un petit moment qu'ils sont ensemble, ou c'est qu'il faut faire grandir les enfants, ou alors on est vieux, ben, passons le dernier moment ensemble ou quoi que ce soit. Donc il y a toute une part de raison, mais et c'est la question, c'est de l'amour qui va par rapport
un standard, on va dire, fonctionnel. On va dire comment ça remonte et comment... Oui. Voilà. Je ne sais pas trop. C'est une question... Enfin, moi, ce que j'entends derrière vos mots, c'est... soit je suis dans un amour confortable, je me mets en relation amoureuse par la raison de la sécurité, par l'endroit où j'ai envie de me sécuriser en couple, parce que je gère mal ma solitude. Donc il y a une majorité quand même, et c'est tout à fait biologique, et c'est tout à fait prévisible qu'une majorité d'entre nous ait envie de s'accoupler, parce que justement, on a besoin de confort et de sécurité, et de soutien, et ça répond à des besoins, à un certain type de besoins. Et biologiquement, n'oubliez pas qu'on est orienté danger. Donc notre besoin majeur, c'est d'avoir un point de sécurité. Et souvent, le couple est vécu comme une garantie de sécurité. Le couple avec la famille, je rajoute la famille dedans, et vous avez une garantie de sécurité, soi-disant une garantie de sécurité pour tes vieux jours, ou pour fonder ta famille, parce que, de nouveau, la famille unie peut être vécue comme un point de sécurité ou un point d'accomplissement. Je réussis ou je rate ma vie, voilà. Mais le petit 1, les gens veulent faire couple, pourquoi? Moi, souvent, je leur pose la question, tu cours après quoi? Quand ils sont fracassés, évidemment, quand ils arrivent fracassés, je leur demande, mais tu cours après quoi? Au fond, tu cours après quoi? Et la plupart du temps, je leur pointe le fait qu'ils courent après l'échapper à la solitude ou ce point de sécurité. C'est-à-dire, je veux rentrer dans la norme qui est la norme sociale, qui est la petite famille dans la prairie avec le couple. Et pourquoi je veux faire ça? Pourquoi je veux absolument ça? Si je me questionne, au fond, je cours après deux choses. Il n'y en a pas 50. Il y a petit 1, la sécurité, que je crois que je vais obtenir grâce au couple et à la famille, et que je crois, que j'imagine. Pour moi, c'est un imaginaire. Et petit 2, l'intensité. Il y a 2 points. La sécurité, mon résumé, c'est ça, sécurité, intensité. Donc l'intensité, c'est l'épanouissement, ce qu'on appelle aujourd'hui l'épanouissement. S'épanouir, être comblé, être heureux, s'exciter avec une forme de liberté, de ne pas rater des expériences, d'avoir une vie remplie, d'avoir un amoureux qui check la liste. Ce matin, j'avais quelqu'un qui me disait « mais pourquoi je suis comblée que si ?» Parce qu'elle avait, c'était intéressant dans cet exemple, elle avait à la fois réussi à avoir le confort avec le mari, l'enfant et tout, donc, et ça se passait bien. Et après, elle a rencontré un beau mec, et donc elle est tombée, donc du coup il est devenu son amant dans cette histoire, et elle a l'intensité amoureuse, alors elle le trouve intellectuellement pas top, mais pour la petite histoire, mais il est beau, voilà, il est beau, il lui a fait rire, d'accord? Donc elle a l'intensité d'un côté, le point de sécurité de l'autre. Évidemment, elle passe son temps à souffrir, donc quel est le choix? Est-ce que je vais faire le bon choix, le mauvais choix, le bon choix, le mauvais choix? Il se trouve qu'elle a fait un petit bout, à un moment donné, elle a voulu, était branchée intensité, donc plus fort que la sécurité, donc elle a fait le choix de l'amant, d'accord? Et donc elle a vécu avec son amant, mais son amant c'était quand même dans la réalité un peu moyen, finalement, moyen bof, c'était pas si bien que ça, donc elle regrettait son point de sécurité avec sa famille, donc elle est repartie dans sa famille. Ça c'est un plan que j'ai fait dans ma vie aussi, j'ai fait une oscillation comme ça pendant 2 ans. Et donc elle est repartie, elle a fait cette expérience dans sa famille, mais dans sa famille, lui manque son amant, puisque l'amant, c'est l'intensité. Et donc, elle ne peut pas arrêter avec son amant, même si ce n'est pas parfait. Donc, elle se ballotte entre l'un et l'autre, et elle veut les deux. Et en général, l'intensité est contradictoire avec la sécurité. C'est-à-dire, on veut les deux, et on veut la jonction, on veut conjuguer les deux, et très souvent, c'est juste impossible d'avoir les deux en même temps. Ah oui, mince, ça a arrêté ma vidéo. Bon, c'est pas grave. Qui disent oui, quoi? D'avoir les deux. Ah oui, d'avoir les deux. Donc ça, c'est le rêve, voilà, le couple comme promesse de bonheur. Donc ça, c'est le rêve de conjuguer les deux, de mettre les deux ensemble. Et ça, c'est ce qu'on appelle je veux m'épanouir, et donc je voudrais conjointement avoir tout. Donc ça s'appelle un idéal, et c'est l'idéal romantique. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'idéal romantique ou le mythe romantique du couple, qui conjuguerait donc ce que j'appelle avec la checklist, et je veux ça, voilà. Et je cours derrière ça, c'est une forme de quête du Graal. Je fais toujours je suis toujours en train de pister les gens qui ont des idéaux, parce que très souvent, ils sont désappointés. On dit comme ça en anglais ou en français, déçus, parce qu'il y a toujours un écart entre le réel et l'idéal, tout le temps.
Et le problème de cette affaire, de cette love affaire, c'est que l'intensité, ça va avec l'excitation et beaucoup d'agitation en général. On court derrière quelque chose qui est là-bas. Qu'on a, alors de temps en temps, il y a des moments de plénitude. Hein. Je suis comblée par mon amoureux parce que je fais plein de trucs excitants avec lui et c'est génial. Je suis vivant, je suis vivante et je suis comblée. Mais c'est éphémère. Voilà, le problème, c'est que c'est éphémère. Et en fait, l'idéal du couple romantique, c'est que j'aimerais cette intensité, mais définitivement, mettez-moi ça constamment. Ne me laissez pas dans l'éphémère. Je ne veux pas revenir à mes vides, à mes manques, parce que du tout, il y a du manque après. Et ça passe pas, quoi. Et donc, je veux à la fois cette sécurité du couple, cette stabilité, mais je veux à la fois du toujours plus, de l'excitation, voilà. Mais le problème, c'est que c'est éphémère. Et vous allez voir que... aujourd'hui, alors je vais venir sur l'actualité, hein, ce qu'en pense, il y a des enquêtes qui sont menées sur actuellement, est-ce qu'on pense que le couple est promesse de bonheur ou plutôt quelque chose de faillible en fait. Donc il y a une évolution des perceptions de l'amour. Aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes qui mettent davantage l'accent sur la réalisation personnelle et l'indépendance. On veut être indépendant, on en a marre d'être fusionnel et dépendant. Il y a beaucoup de choses sur la dépendance affective. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la dépendance affective. Et donc, du coup, les gens sont au courant que le couple romantique peut être un endroit de symbiose, c'est-à-dire un endroit où on va être tellement collé à l'autre, on veut tellement tout partager avec l'autre qu'on se perd là-dedans. Et donc, c'est pas, ça peut être un élément extrêmement stressant de vouloir trop faire avec l'autre. Du coup, je me perds, je me fonds et je me perds. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de nos contemporains qui savent, qui ont compris qu'il ne fallait pas que le couple soit la seule source de bonheur. Voilà, il fallait être plus indépendant. Il fallait trouver de la réalisation professionnelle, des amis, des ressources, des activités, des passions. Enfin, pas mettre tout dans le panier du couple, en fait. Donc là, on est beaucoup plus clair aujourd'hui, en tout cas en Occident, sur cette question de ne pas tout mettre au sein du couple. Voilà, de ne pas tout miser sur le couple. Malheureusement, cet idéal romantique persiste et signe parce qu'il est quand même aujourd'hui plébiscité par la plupart encore et toujours, même s'il y a d'autres mouvements. On voit quand même des mouvements apparaître un peu comme les LGBTQ dans les modèles amoureux. Hein, on voit le polyamour apparaître, même si ça n'a pas un franc succès. Moi, j'aurais pensé que ça aurait plus de succès. C'est des modèles ouverts. Hein. Donc, c'est d'autres modèles que le modèle traditionnel du couple fermé, exclusif. Ça ne marche pas tant que ça. Les couples libres, les unions libres, ça ne marche pas tant que ça. Mais il y a quand même des formes qui apparaissent. Voilà, ça ne marche pas tant que ça, mais quand même, ça existe sur le marché de l'amour. Donc ça veut dire que le couple romantique unique est moins... Enfin, on est plus au courant qu'il n'y a pas que ça, quoi, et que ça ne marche pas forcément. La preuve, il y a des divorces tout le temps et il y a des gens très déçus. Est-ce que vous savez d'où vient justement l'idéal romantique? Ouais, non? Pourquoi est-ce qu'on a ce mythe romantique encore très très fort dans nos mentalités? Notamment, on est imbibé par les séries, les films. On est imbibé dans Voici Magazine et tout ça, les réseaux sociaux, les couples, voilà, mes copines, elles font cheese, elles sont en couple, clap clap, tout le monde s'applaudit. Donc elles ont réussi ce que moi j'ai raté. Ça, c'est le classique du genre. Donc ça veut dire qu'on est perpétuellement imbibé et imprégné de ces clichés du couple romantique. On a des images tout le temps. Vous ne pouvez pas ouvrir quelque chose sans que d'un coup vous êtes imbibé par ces images-là. Est-ce que vous savez d'où ça vient? Quelle était la période où ça a commencé? Ouais. Le romantisme, ça vient des romans. Ouais, la période des romantiques. Le 19e. Bah, c'était les doctrines, alors je vous le dis, hein, c'est les doctrines illuministes d'inspiration néo-platonicienne du XVIIIe siècle, hein, donc c'était au XVIIIe, suivi par Madame de Staël, et c'était l'époque de la triade platonicienne par effectivement les romantiques, cette période-là, le beau, le bien, le vrai, voilà. C'était les écrivains romantiques du XVIIIe, et ça a perduré jusqu'à la moitié du XIXe. Donc, et ensuite 20e, 21e, on est toujours dedans, hein. Alors, il y a quand même, voilà, on est un peu en distance par rapport à ça, hein, puisqu'il y a beaucoup de divorces, mais on est encore imprégné majoritairement par cet idéal romantique qui reste un idéal, une rêverie, un fantasme, pour moi, un imaginaire. Et là, je dis pour moi.
il y a de la distance. Alors là, je suis en train de dire, voilà, pourquoi est-ce que les gens sont plus distancés aujourd'hui, en tout cas en Occident? Parce que on a de plus en plus d'informations sur la santé mentale et on sait que les relations saines sont essentielles pour éviter d'avoir des conduites dangereuses. Moi, j'avais fait une conférence rien que sur les conduites dangereuses en amour. Donc les gens sont plus au courant qu'on peut vraiment se faire mal avec l'amour. Mais mal avec l'amour couple. Mal. Les crimes pour la réponse d'attaque et pour la réponse d'auto-agression, la dépression, les ruptures qui n'en finissent pas avec des deuils pathologiques qui n'en finissent pas, des effondrements, ce qu'on appelle, pour moi, c'est de l'effondrement. Y compris beaucoup d'agitation. Par exemple, dans l'exemple de cette patiente que j'avais ce matin, elle n'arrive pas à faire un choix, donc elle s'agite en fait. Est-ce que je fais le bon choix, le mauvais choix, le bon choix? J'arrive pas à faire un choix, je ne sais pas faire un choix. Donc en fait, il y a énormément d'agitation et de tension qui mènent à une zone de burn-out en fait. Et j'avais fait aussi une conférence sur le burn-out amoureux pour montrer que quand il y a beaucoup d'agitation autour de cet idéal romantique, qui pour elle, c'est je veux ou l'intensité c'est pas où je veux et l'intensité et le confort et je ne sais pas quel est le meilleur choix. Mais il y a toujours ce rêve romantique qui n'a jamais été déconstruit. Et moi, ce que je vois d'elle, en tout cas, c'est que je lui ai dit, elle n'est pas prête du tout à lâcher cette affaire. Parce que lâcher l'affaire du couple romantique, ça voudrait dire revenir, être confronté à soi. Moi, sans un homme qui me regarde, moi, mais comment vais-je faire? Mais que vais-je devenir? Donc c'est ça qu'il y a derrière. Vous entendez ça? Mais c'est pas possible. S'il n'y a pas un homme qui s'intéresse à moi, mais je suis quoi? Je suis rien, moi. Je suis vraiment pas intéressante. Enfin, ça m'intéresse pas, la vie. La vie est fade. La vie n'a aucun intérêt s'il n'y a pas un mec qui me regarde, qui me dit qu'il m'aime, qui me prend dans les bras, qui me fait l'amour. Mais en fait, c'est quoi ma vie? Ça ressemble à rien, quoi. Voilà. Ça, là, je vous le traduis. Je fais un sketch. Mais c'est ce qui se passe derrière beaucoup de personnes, en fait. On a derrière cette idée que si on n'est pas aimé par quelqu'un en tant qu'adulte, comme un petit enfant, on va être rien, quoi. On n'est rien, ça va être nul, voire on va disparaître. Je sais pas, on n'existe plus, on disparaît, on s'évanouit, hop là, il n'y a plus personne, il n'y a personne qui me regarde, je disparais. Donc, je voudrais juste faire un point par rapport à ça, que c'est quelque chose qui est extrêmement prévisible. Je m'attends tout le temps à ce que mes patientes ou mes patients me disent « Ah oui, s'il n'y a plus personne qui s'intéresse à moi, si je ne suis plus aimée dans ma vie, ça va être une catastrophe parce qu'on a tous besoin d'aimer et d'être aimés. » Alors ça, c'est le postulat, on le voit partout celui-là. Nous avons tous besoin d'aimer et d'être aimés. Alors de nouveau, j'aimerais bien que vous réfléchissiez un peu là-dessus. Est-ce que c'est vrai pour les adultes? Pas forcément. C'est moins vrai pour les adultes que pour les enfants. Pour les enfants, c'est obligé. Mais pour les adultes, le problème c'est que les adultes continuent de faire ça. Et ce postulat de on a besoin d'être aimé par une... Moi, je parle du couple, hein, je ne parle pas par un groupe, une communauté, c'est autre chose. Plus on a de ressources en amitié, etc., et plus on a d'appui. Je ne parle pas d'être ermite du matin au soir, hein. Mais si on n'a qu'une et une seule personne, c'est piégeux, parce que si elle part, le danger, c'est qu'on n'a pas le contrôle sur l'autre. Donc si elle s'en va, si elle regarde la voisine, si elle nous quitte, on est mal, hein. Donc c'est extrêmement dangereux de mettre tout sur un panier, vous l'avez remarqué. Mais pour autant, comme on est autonome tardivement, nous, les enfants humains, eh bien, on va avoir une figure d'attachement, papa-maman, ou papa et maman, qui va être très, très importante pour nous et qui va nous donner un point de sécurité. Vous savez, et je reviens là-dessus sur les théories de l'attachement, c'est très important que vous compreniez ce truc-là. Pourquoi est-ce qu'on croit que le couple est promesse de bonheur? Parce qu'il y a cette histoire des liens d'attachement primaires et qu'à cette époque, ça nous avait donné, si on avait des parents qui nous ont donné un socle de sécurité, alors on a eu un point de sécurité et que quand on se sent en sécurité, on peut explorer le monde quand on est petit. Parce que le cerveau de la sécurité se débranche. Le cerveau de l'exploration est possible quand le cerveau de la sécurité est calmé. Voilà. On ne peut pas être dans les deux à la fois. Je ne peux pas et être en sécurité et explorer. Ce n'est pas les mêmes étages du cerveau. Donc quand je me sens en sécurité, mon cerveau de la survie se débranche. Je ne suis plus en vigilance orange, je peux aller explorer le monde et donc vivre de l'intensité. Mais si je ne suis pas en sécurité, alors je ne peux pas aller tellement explorer le monde. Il faut comprendre ce truc. Ça, c'est le truc qui fonctionne pour les enfants. Mais ce que je dis moi c'est ma vision, c'est que pour les adultes, ce n'est pas une nécessité
comme pour les enfants, d'être dépendant d'une personne pour avoir un point de sécurité, notamment un couple qui me donnerait, ferait office et garantie de sécurité, pour pouvoir explorer le monde. C'est-à-dire pour pouvoir vivre des tas de choses, me réaliser dans la vie, faire des trucs sympas à côté, avoir un boulot sympa, faire des voyages, enfin faire ce que vous voulez en exploration. C'est comme si, parfois, vous redevenez comme des enfants en mode « il me faut un point de sécurité, donc un couple, une bonne personne avec qui je me sens stable, qui augmente mon sentiment de stabilité, pour que je puisse aller explorer le monde. Parce que sinon, je ne peux pas explorer le monde. Je me sens trop insécure tout seul. Voilà. Il faut comprendre, mais vous n'êtes plus d'enfant. Donc vous pouvez commencer à naviguer différemment par rapport à cette histoire d'attachement primaire. Sinon, votre conjoint est une surface de projection d'une figure d'attachement primaire, c'est-à-dire papa ou maman. Voilà. Et c'est dommageable pour vous. Et c'est ce qu'on fait souvent. Hein. C'est pour ça que l'idéal, et je vais terminer avec cette histoire d'idéal romantique, après je vous donne la parole, l'idéal romantique, pour moi, c'est une projection d'une figure paternelle ou maternelle. C'est-à-dire, on va projeter, c'est pour ça que quand on tombe amoureux, on projette la personne idéale qui serait une personne qui serait conjointement, qui nous donnerait ce point de sécurité pour partir explorer le monde. On le voit beaucoup chez les hommes. Hein. Les hommes, une fois qu'ils ont leur petite femme à la maison avec le confort et la sécurité, ils partent se réaliser, faire des voyages, bosser à droite à gauche, voilà, faire tout ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont un point de sécurité. Alors, je dis, c'est un peu une généralité, mais c'est quand même assez fréquent. Maintenant, les femmes aussi, elles font pareil. Mais il y a quand même un point de sécurité quelque part. Je confie. Alors, et le danger, c'est je confie ma sécurité à quelqu'un. Ouais, alors tu peux lui passer le micro, je sais pas. Non, pas dans le. Je pensais à quelque chose, puisque quand on est en couple, vous dites on est en sécurité et donc on peut se réserver à l'exploration. Moi, ce que je constate, c'est qu'au contraire, la plupart des gens en couple n'osent pas faire des choses par eux-mêmes. Ah oui, c'est l'inverse. C'est vrai aussi. Voilà. Mais parce que oui, ils s'interdisent. Donc aujourd'hui, je dirais même qu'il vaut mieux ne pas être en couple lorsqu'on veut faire des choses. Alors ça, c'est aussi un dysfonctionnement qui est fréquent. C'est je m'éteins en couple. Parce que quand je suis en couple, je peux m'éteindre, pas tous, hein, tout le monde ne fait pas ça. On peut les obliger à s'éteindre aussi. Hein ? L'autre peut nous obliger à nous éteindre. Alors personne ne te met le flingue, hein, donc tu n'es pas obligé. C'est pas tu personnel, te sens, mais franchement, t'es pas obligé. C'est si il peut te convaincre que c'est bon pour toi, mais tu n'es jamais obligé. Si tu prends ta responsabilité, il ne te force pas. C'est toi qui as peur de quitter l'histoire conjugale et te dire c'est trop dangereux de partir, donc je préfère me soumettre. Mais oui, si tu t'éteins en couple, tu t'offres pas des ressources, enfin des envies d'aller à droite, enfin, de faire ce que tu as envie, quoi, de voir tes amis, de faire des choses intéressantes pour toi. C'est aussi parce qu'il y a des représentations souvent, des concepts du couple, des représentations comme quoi on doit faire beaucoup à deux, on doit faire des compromis, on doit faire plaisir à l'autre selon les profils de personnalité. Je dois lui faire plaisir avant de me faire plaisir, donc je m'oublie, ou je dois faire des compromis, ou je dois être une bonne épouse. Donc une bonne épouse, ça se comporte comme ça et pas comme ça ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quelle heure. Donc il y a des représentations qui sont des modèles que j'ai reçus aussi, soit que j'imite, soit que j'ai compris, qui font que j'ai l'impression que je dois faire des efforts pour être en couple. Et donc je ne me sens pas libre à l'intérieur du couple. On va trouver ici des personnes qui sont tellement éteintes en couple, qui après ont décidé de ne plus être en couple du tout. C'est-à-dire, je me sens seule et là je suis tranquille, je fais tout ce que je veux. Mais ce n'est pas une fin en soi non plus. C'est toujours à nuancer les propos. Mais oui, il y a des personnes qui vont s'éteindre en couple et d'autres qui vont se sentir, enfin certains vont se sentir envahis par l'autre parce qu'ils ont l'impression que l'autre va vite les encombrer ou les empêcher de se sentir libres. Ça aussi, c'est des coups classiques, des cas classiques que j'ai dans beaucoup de couples, mais c'est parce que je ne me sens pas responsable de mettre mes limites au bon endroit et d'avertir le partenaire que là oui, là non, là oui, là non. Là je pourrais pas tout faire avec toi, là je ferais certains trucs et pas tout. Voilà, il y a une notion d'oser s'affirmer dans le couple, qui là est plutôt un autre travail que je propose souvent, qui est de rencontrer sa puissance face à l'autre, oser être soi face à l'autre, formation en ligne que je suis en train de donner, pour pouvoir ne pas s'éteindre en couple par exemple. Mais de quitter la peur du rejet, de quitter la peur de perdre l'autre.
Et là, on rentre dans cette conférence-là où justement, ici, si j'imagine que le couple est promesse de bonheur, alors je vais avoir peur d'être seule. Ça va être mon point de sécurité ou voilà, ou d'intensité, mais surtout de sécurité ici, d'abord et avant toute chose. Et donc, je vais avoir du mal avec l'idée de perdre. Parce que perdre, ça veut dire retourner à la solitude. Donc, certains sont hyper angoissés avec ça. Alors, je vais partir sur les limites de l'amour promesse de bonheur. Les limites, c'est-à-dire, bon, je crois que j'en ai parlé, mais je vais reprendre des commentaires qu'on m'a fait sur ma chaîne parce que je trouvais ça marrant. Il y en avait un qui m'a dit l'amour n'est pas les papillons ou cette projection sur l'autre, c'est un état de paix profond, une tranquillité en présence de l'autre. C'est apprécier les choses simples à deux. Pas besoin d'ascenseur émotionnel ou de passion pour se sentir bien dans sa vie. Alors voilà, donc ça c'est la croyance. Ça, de toute façon, on n'est que croyance. Hein. Donc ça c'est la croyance. Pas besoin d'intensité de passion. On peut s'en passer. Mieux vaut être dans un couple un peu tranquille, paisible. Voilà, on peut s'installer dans une forme de paix et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Pas besoin de s'illusionner avec de la passion. Oui, mais comme dirait Schopenhauer, quand on fait ça pour une majorité des gens qui sont addicts à l'intensité, il va manquer quelque chose. Ils vont commencer à s'ennuyer. Ils ont la paix, la tranquillité, la stabilité. La petite maison dans la prairie, et là, je m'endors sur mes deux oreilles. Et là, je commence à fantasmer sur mon collègue qui est super beau, oh là là, mon hiérarchique, mon machin, voilà. C'est le mec qui passe dans la rue, parce que je commence à m'ennuyer, parce qu'il n'y a pas de tension du désir vers quelque chose qui n'est pas capté. Et voilà, donc, ce qui est drôle ici, c'est que là, elle dit, je préfère la paix et la tranquillité. Mais en fait, la plupart du temps, quand on a cette paix et cette tranquillité, ça ne nous va pas. Voilà. C'est un peu, ça va, mais trop, ça va. Trop c'est gnangnan, c'est la routine, c'est l'usure, je le connais, c'est du connu, c'est du réchauffé. Oui, mais bon, je m'ennuie dans la logistique, j'en peux plus, je suis asphyxiée parce que je fais trop de trucs pour le couple, au service de mon couple et de mes enfants, et j'en peux plus. Et donc, je ne vibre plus, je m'éteins. Et donc, où est l'amant ? Où est la maîtresse? Où est le prochain? Où est mon fantasme? Alors, il y a des gens qui restent à fantasmer. Mais il y a quand même, si vous fantasmez dans un couple plan-plan, c'est qu'il y a quand même le couple promesse de bonheur. Il y a quand même cet idéal romantique qui a la clé. Et après, des fois, le fantasme, il y a des passages à l'acte de fantasme, des fois pas, des fois, il y a des gens qui passent à l'acte, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des rapports sexuels avec leur amant, leur fantasmé. Mais de toute façon, tant que ce n'est pas vécu dans l'expérience, l'histoire des amants et des maîtresses, le fantasme est souvent pire. Parce que quand je fantasme, je projette que je pourrais être comblée par cette personne imaginaire. Ouais. Ça réagit. J'ai le micro, oui. Très bien. Il y a quand même une question parce que les couples, justement, donc on est tous un peu avec nos doutes et tout, et donc en fait, est-ce qu'il y a un moyen de, bon, comme on n'est toujours jamais certain de l'autre, est-ce qu'il y a moyen de pouvoir renforcer en fait nous-mêmes? Est-ce qu'il y a des astuces qui permettent de durer longtemps sans être obligé d'aller choper une maîtresse? Et oui, les astuces, c'est de ne pas confier la sécurité ou la promesse de bonheur, c'est-à-dire de la complétude, par le biais du couple, déjà. C'est potentiel, c'est-à-dire c'est possible. C'est une possibilité que le couple soit vecteur de bonheur. Je ne sais pas si le bonheur, j'aime pas le mot bonheur. On dirait que c'est tout le temps, ça va être tout le temps top. Mais que ce soit pour moi un agrandissement d'un sentiment de stabilité. Moi, je dirais ça comme ça. Voilà. Ou de plus de joie de temps en temps. Voilà. Mais je ne dois pas confier effectivement ces éléments-là à quelqu'un d'autre que moi, puisque le danger, vous l'avez compris, c'est qu'à tout moment, il peut mourir, il peut partir avec la voisine, il peut me faire un coup de Trafalgar, il peut me désaimer, me rejeter, me violenter, enfin tout ce que vous voulez, donc c'est extrêmement dangereux. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est tout le travail que je fais d'ailleurs avec mes patients, hein, c'est de les aider à prendre des appuis internes, hein, c'est-à-dire à voir qu'on peut se passer du couple sans pour autant s'ennuyer, sans pour autant vivre seul, sans pour autant... c'est-à-dire c'est diminuer les attentes irréalistes pour moi. Si j'arrête d'avoir des attentes comme ça, alors à ce moment-là, je suis plus tranquille, puisqu'au fond, je cherche la paix. Vous voyez que quand je cherche l'intensité, je cherche la paix. Je l'avais déjà développé, je vous le redis. Hein. Quand je cherche la passion, je cherche la paix. Parce que derrière l'orgasme, le point mort, le point zéro.
derrière la passion, quand il me prend dans les bras et qu'il me dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, et que je vis un moment fusionnel à donf, je suis en paix, je suis comblée. Quand je suis comblée, je suis en paix. Je cherche tout le temps la paix. C'est la seule chose dont on court après. Notre vrai désir profond, c'est la paix, la tranquillité. Même l'intensité, c'est pour aller vers la paix. Et la sécurité, c'est pour aller vers la paix. Donc quand je crois que je dois passer par le vecteur du couple pour avoir cette paix, je me trompe en fait. Je suis dans le miroir aux alouettes. Donc je peux avoir une paix beaucoup plus tranquille en trouvant des appuis internes, en me faisant confiance aussi dans mes ressources. C'est-à-dire je vais me montrer disponible à ce qui se passe ici et maintenant et m'arranger pour me distraire, puisque la vie, un grand jeu quand même, est quand même source de distraction. Parce que se distraire avec l'amoureux, c'est de la distraction. Se distraire avec le couple, c'est de la distraction. Se distraire avec... on n'arrête pas de se distraire. Mais autant se distraire non dangereusement. Donc on peut se distraire avec plein de choses dans la vie. Ce que j'appelle, moi, l'orientation ressources. Et se faire plaisir avec plein de choses. Mais on n'est pas obligé de se faire plaisir avec des choses dangereuses, comme le couple qui peut se fracasser, comme l'amant, le machin. Ces histoires de bons choix, de mauvais choix, qui sont hyper anxiogènes, puisque plus vous êtes dans des trucs, est-ce que je choisis ça, et puis là j'ai choisi ça, mais si je choisis celui-là, alors là je suis frustrée, donc je suis toujours pas heureux, pas comblé, parce que tout est imparfait dans la vie. Donc quand je choisis mon mari, eh ben, il va me frustrer sur certains trucs. Sexuellement, ça va pas être top. Il est chiant, il est machin. Bon, donc je suis frustrée ou irritée. Donc je suis encore en frustration. Et donc vous avez compris que de toute façon, pour moi, le couple ne sera pas promesse de bonheur comme ça. Mais comme ça, de manière nuancée, oui. Donc qu'est-ce que je fais ? Je me ramène à moi, je me retourne vers moi et je cherche des appuis internes, des appuis en moi qui vont me faire sentir l'intensité, puisqu'on parlait d'intensité tout à l'heure. Moi, l'intensité, elle n'est pas là-bas, elle est ici, le cul sur ma chaise, tout simplement. L'intensité, c'est toujours là où je suis. Mais je ne peux pas sentir l'intensité quand je suis agitée. C'est impossible. Regardez, quand vous êtes agité dans vos pensées, j'ai pas la bonne personne, est-ce que je suis avec le bon partenaire, pas le bon partenaire, merde, mon mari m'emmerde, mes enfants aussi. Quand je m'agite dans tous les sens, je ne peux pas sentir l'intensité dans la tranquillité. Je peux pas sentir, je suis pas disponible à ce qui est là. Je suis pas disponible à la réalité de ce qui est présent. Je suis agitée dans mes pensées, tendue vers un objectif ou des objectifs de réalisation de vie. Donc je m'agite. Et dans l'agitation, je peux pas être dans le plaisir en fait. Je peux pas être disponible. Je suis pas là. Voilà, je suis en train d'imaginer plein de trucs, je suis dans mes imaginaires et dans mes idéaux et dans mes objectifs à atteindre. Donc là, je ne vais pas trouver de la satisfaction. Parce que je crois que la satisfaction est là-bas. Et c'est un vrai problème, ça. En tout cas, pour moi, voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais l'idée, c'est d'augmenter ses appuis internes, arrêter de croire à ce que je crois, qui est vrai, qui est je vais trouver un jour de la satisfaction ici, là-bas, ici. La satisfaction, elle est ici, dans un état moins agité. Je ne m'agite plus. Et vous pouvez ça n'empêche pas la vie de continuer et de vous distraire. Ça ne vous empêche pas d'aller danser, ça ne vous empêche pas d'aller rencontrer des amants, ça ne vous empêche pas... c'est respectable, ce n'est pas un problème. C'est juste, ce n'est pas une nécessité de s'agiter. Ce n'est pas nécessaire, en fait. Vous pouvez rester tranquille sur votre chaise, tout va bien. Mais vous pouvez vous agiter. Si ça vous fait plaisir, ce n'est pas un problème. Sauf que le problème de l'agitation... c'est de la violence. À un moment donné, vous sombrez dans la violence. Quand vous êtes trop agité, vous épuisez les ressources de l'organisme, parce qu'il n'y a pas l'organisme a ses limites. Donc vous tirez sur la corde de votre vitalité et votre véhicule, il fait poum, 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 poum. Ça part au garage. Ça fait des effondrements ou des somatisations parce que vous n'avez pas une énergie comme ça pour courir dans tous les sens et vous agiter sur tous les fronts à tout atteindre. Voilà, donc ça, je fais la guerre aux idéologues. Est-ce qu'on peut dire qu'on a donc un amour par vague automatiquement dans un couple ? Un amour par vague ? Non, il y a des couples qui ont pas tout le monde. Il y a des personnes qui ont moins de passion. L'amour par vague, c'est l'amour passionnel. Il y a des hauts et des bas et des montagnes russes. Ça, c'est ceux qui privilégient la passion et qui aiment la passion, qui sont fans de la passion. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'en passer. Mais je leur dis à ceux-là, si vous êtes fan de l'intensité, j'avais fait la dernière conférence sur Addiction Intensité, je leur ai dit, écoutez, faites un truc, assumez ça. Assumez que vous vous agitez dans l'intensité, que pour l'instant, vous pouvez pas, c'est une période de votre vie, vous ne pouvez pas vous en passer, vous préférez la passion
au silence, au calme. Pour vous, le calme, c'est évalué comme plan-plan ennuyeux, c'est mortel, c'est même paniquant d'être dans le rien, rien faire, oh là là, oh là là. Donc, vous privilégiez la passion, donc vous allez vous taper les montagnes russes. Bah, assumez-le. Assumez-le, mais assumez la souffrance et l'agitation qui va avec. Arrêtez de m'appeler toutes les 5 minutes en me disant « Ah, je souffre, je suis tendue, je ne dors pas la nuit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais là, à gauche, à droite, à gauche? Il m'a quitté, mais comment je fais? J'y pense tout le temps, mais j'y pense tout le temps. » Ben oui, mais tu y penses tout le temps, ça s'appelle de l'agitation. Mais parce que quelque part, l'état amoureux, l'état amoureux, c'est l'idée que je vais être comblée, que le couple est promesse de bonheur, est plus puissant que tout le reste. Je ne veux pas qu'on m'enlève ce truc, c'est hypnotique. M'enlevez pas mon rêve. Alors, je dis, bon, je t'enlève pas ton rêve, alors assume-le. Assume ton goût de la passion et de croire à la bonne personne et de croire que tu vas trouver un jour, je sais pas quoi, la pleine satisfaction là-bas. Fais-le, puis assume ton truc. Il y en a qui assument, hein. Il y en a quelques-uns qui assument. Ils disent, bon, bah, tant pis, bah, je me tape la souffrance, mais c'est pas grave. J'inclus, allez, j'inclus les vagues. Et il y en a, ils ne peuvent pas inclure parce qu'ils ont un organisme qui ne peuvent pas tolérer les vagues. C'est-à-dire qu'ils fatiguent plus que d'autres. Il y en a qui n'ont pas physiquement, il y en a qui ont plus d'énergie que d'autres, donc ils tiennent plus longtemps avant de s'effondrer en s'agitant, et il y en a, ils ne peuvent pas. Ils s'agitent un peu, puis ça fait tout de suite pouf. Ils n'ont pas les réserves. Donc ils tombent plus vite malades, ils souffrent plus vite, plus fort, et ça fait plus des zones d'effondrement. Donc ceux-là, ils sont obligés de faire autrement, parce qu'ils atteignent des points de non-retour. Mais souvent, moi je l'ai vu pour moi, hein, je devais passer par des expériences complètement maous avant de me débarrasser de cette idée du couple promesse de bonheur, c'est-à-dire du couple romantique. Parce que c'était puissant. Et j'ai décortiqué le truc, la mécanique, et je me suis dit, il y a pour les femmes une grande part biologique. Il y a une grande part biologique. Et c'est ce que dit la théorie évolutionniste, hein, qui prétend comme ça que, en fait, et ce que disait Schopenhauer aussi, au service de la reproduction, l'amour romantique est au service plus de la reproduction qu'autre chose. On a d'abord besoin de choisir un mâle pour les femelles. Là, on a besoin de choisir un mâle qui va avoir des gènes de bonne qualité et qui a des traits physiques, physiologiques, avec de la symétrie, carré, machin, comme ça. Et là, on va être attiré, malgré nous, vers ce genre de mâle, au service de notre reproduction. Bon, s'il y a du plaisir avec, tant mieux, mais on ne peut pas faire autrement. Biologiquement, on est fait pour aller s'accoupler, quoi, en clair. Et donc, du coup, d'où les attirances, d'où toutes les nanas qui me disent « Mais pourquoi je cours après ceux qui me rejettent, ceux qui sont les fameux étalons, là, les 3% d'étalons sur lesquels toutes les femelles courent derrière, et il y a 70% qui courent derrière 7%, je crois. Et voilà. Et donc tout le reste, ben, c'est des gentils garçons qui ne sont pas forcément tant désirés que ça. On ne leur court pas tant que ça. Donc il y a une affaire qui est extrêmement biologique dans je ne veux pas cesser de rêver à cet amour romantique qui est un jour mon prince viendra, ou ma femme idéale viendra. Et j'ai les deux points. D'abord la sécurité, c'est sûr. Le soutien à la sécurité. Ça, c'est sûr et certain qu'on court derrière ça. Et aussi au service de la reproduction. Je pense que la théorie de Darwin, elle n'est pas fausse sur ce plan. Il y a quelque chose de biologique qui s'installe malgré nous dans le fait d'être attiré déjà sexuellement. Et en plus, après, pour trouver quelqu'un qui s'engage, parce qu'on a envie d'un homme, si on est une femme, qui s'engage et qui reste avec nous, mais en même temps, on veut qu'il soit le plus beau, le plus machin, le plus charismatique, le plus brillant, le plus ceci, le plus cela. Et donc, voilà. Donc, c'est compliqué. Pour quand même aller dans le sens de, oui, le couple peut être promesse de bonheur, parce que je ne voudrais quand même pas vous mettre le moral à zéro, vous contaminer par mon côté pessimiste. Mais ce n'est pas pessimiste, hein, parce que je me dis que quand on se déleste, quand on s'allège, on peut trouver à la fois de la sécurité un peu plus en interne, ce qui est que le travail de thérapie que je fais souvent avec mes patients, c'est comment je peux augmenter un sentiment de sécurité sans passer par un couple, sans passer par quelqu'un ou une famille. Et le deuxième point, comment je peux augmenter le sentiment d'intensité, c'est-à-dire de vivencia, de me sentir vivant et vibrant, sans passer non plus par forcément le couple ou l'amour. Est-ce que je peux me débrouiller? Ben oui, il y a des moyens de se débrouiller autrement. Ce n'est pas une nécessité de passer par le couple, absolument. Il y a d'autres manières de vivre ça. Alors, mais quand même, j'étais dans le côté positif
Donc, pourquoi est-ce que beaucoup de ceux qui m'écoutent vont dire « Ah mais oui, mais quand même, Véronique, elle exagère, parce que le couple est quand même promesse de bonheur. La preuve, la preuve, la preuve. » Donc, la preuve, il y a des études, il y a pas mal d'enquêtes qui ont été faites, et vous les voyez passer des fois dans certains articles dans la presse, comme quoi la vie en couple offre un soutien émotionnel et social important. Parce que quand on est en couple, on a des amis en couple, on est plus apaisé, donc on peut plus explorer, se réaliser personnellement, voilà, bon bref. Ce qui contribue à un plus grand épanouissement personnel. Donc il y a pas mal d'études, par exemple la célèbre étude de l'université d'Harvard, qui a suivi des participants pendant plus de 75 ans et qui a révélé que les relations étroites et de qualité étaient fortement corrélées au bonheur et à la santé tout au long de la vie. Voilà, que ces personnes en couple avaient des relations plus satisfaisantes, amicales et plus heureux et en meilleure santé. Donc ça, c'est un truc qu'on entend souvent dans les enquêtes, également dans des enquêtes européennes qui ont été menées à grande échelle et qui montrent également que les personnes vivant en couple apportent des niveaux de satisfaction de vie plus élevés que les célibataires. Donc ça, c'est des points de vue que vous entendez quand même. Les célibataires galèrent plus que les gens en couple. Les gens en couple sont plus stabilisés, donc ils vieillissent mieux, donc ils se sentent soutenus. En fait, ils ont un point de sécurité. C'est ce fameux truc biologique de sécurité. Notre cerveau est tout le temps orienté sur le danger. La réalité, c'est l'incertitude. Donc la réalité, elle est toujours notre petit moi, c'est que vais-je devenir ? Que vais-je devenir ? Voilà, et on est orienté sur les problèmes à résoudre. Que vais-je devenir ? Il y a des problèmes à résoudre. Et je suis orientée sur le plaisir pour éviter de me taper les problèmes à résoudre. Voilà, et on fait tous ça. Et donc, du coup, à mon avis, ces études qui pointent vers le fait que le couple est vecteur d'épanouissement ou de stabilité, effectivement, ça doit donner un sentiment d'avoir des repères, voilà, avec cette personne. Je sais, souvent on dit je sais ce que j'aime et je ne sais pas ce que je perds. Donc il y a des repères avec le couple, avec la personne avec qui je vis depuis longtemps. On peut avoir des goûts en commun, on peut avoir des amis en commun. Le temps est structuré, c'est cadré, il y a un cadre, ça donne de la sécurité le cadre. Je sais que je la vois le soir, elle va me parler, donc il y a du cadre. On n'est pas dans ah, qu'est-ce que je vais faire de mon temps ? Je suis célibataire, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne sais pas quoi faire. Oh là là. Voilà. Donc le cadre et la routine, des fois on s'en plaint, mais le bon côté, c'est que ça augmente un sentiment de sécurité et de stabilité. Et donc je pense que ces enquêtes, qui ont certainement raison, tendent à pointer cette histoire de sécurité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Oui, alors juste pour rebondir par rapport à ce que vous avez dit quand on est en couple, et c'est vrai que moi j'ai les deux histoires, mariée et célibataire. Et quand j'étais mariée, on avait quand même beaucoup d'invitations, des amis en couple. Voilà, c'était assez sécurisant. Mais quand on est seul, même si je suis très épanouie, c'est vrai que là c'est plus difficile parce que en fait, on s'infiltre moins bien dans les autres familles en couple parce que tout de suite, on est la femme divorcée. Donc, moi, j'ai eu beaucoup d'histoires comme ça. Voilà, le loup dans la bergerie. Ou alors, on se retrouve aussi avec des amis qui sont célibataires et qui ont peut-être envie d'aller draguer et que nous, on est bien, on est épanouis, on n'a pas forcément envie. Donc, en fait, ça ferme quand même des portes au niveau de la distraction, des liens sociaux. Voilà. Bon, après, j'en souffre pas particulièrement, mais c'est vrai que voilà, c'est moins facile. Ça va t'obliger à être plus créative, c'est-à-dire à ne pas forcément fréquenter ceux qui veulent draguer à tout prix si toi, tu n'es pas intéressé à draguer à tout prix, par exemple. Du coup, les portes se ferment. Oui, mais ça t'oblige à être créative. Voilà, ça t'oblige à faire autre chose de ton temps. Totalement. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'il y a des pertes de repères. Il y a beaucoup de repères dans ce que je viens de dire. Il y a des repères, un cadre, etc., une certaine routine. Et encore quand il y a des enfants, c'est encore pire, parce que là, tu n'as même pas le temps de respirer, étant donné que tout est cadré. Mais ce cadre apporte une forme de sécurité. Donc là, tu perds tes cadres, tu perds ces repères. Et donc, du coup, tu es un peu démobilisé. Où vont être mes nouveaux repères ? Oui. Là, tu ne les trouves pas forcément avec la bande de célibataires qui draguent. Tu ne les trouves pas forcément avec les portes qui se ferment. D'autres couples. Parce que c'est des anciens repères. Donc, ça t'oblige, dans cette zone inconfortable, sortir de ta zone de confort pour trouver tes nouveaux repères qui vont être les tiens. Donc, c'est une démarche qui est plus courageuse, qui est plus audacieuse.
mais qui est intéressante, c'est riche aussi. Voilà, Ça t'oblige à être au créatif. début, c'était ça. C'était pendant les premières années, un peu une perte de repères. On essaye un peu à droite, à gauche. Bon, on se prend des vents. On se dit non, c'est pas moi. Ça m'apporte pas assez de plaisir, tout ça. Et là, maintenant, j'en suis à un point où, en fait, je suis bien. J'ai de la paix. J'ai de la sécurité par moi-même. J'ai de l'intensité. J'ai des projets. Et du coup, je ne vois plus aucun intérêt. C'est là où je vois un peu le danger d'aller à l'extérieur, en fait, d'avoir une vie sociale. À part professionnelle, qui m'apporte aussi beaucoup de liens, j'ai les enfants, tout ça, mes projets, et en fait, je me rends compte que petit à petit, je n'ai plus aucune motivation à sortir de chez moi pour faire des choses. Alors je me dis, ça c'est peut-être un peu le danger, parce que ça ne m'apporte pas finalement le plaisir que je peux m'apporter quand je suis toute seule, c'est plaisir garanti. Le truc, c'est est-ce que tu fais un problème de quelque chose qui n'en est pas un? Parce que là, tu es en train de nous dire, mais si je ne fais pas comme tout le monde et je vais m'appauvrir en relation, et donc je vais avoir une vie sociale appauvrie, et donc je suis en danger de ne pas avoir suffisamment de relations. Moi, j'en suis pas sûre. Est-ce que c'est vraiment un problème de pas chasser, de pas draguer? C'est une interrogation, mais je ne sens pas que c'est un problème encore. Arrêtez de vous faire des problèmes là où il n'y en a pas. C'est pas la peine de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y en a peut-être pas. Par contre, ça ne t'empêche pas, si quelqu'un arrive en magasin devant ton nez et qui te plaît, et qu'il y a quelque chose qui se dessine, je dis souvent, toutes les rencontres sont faites pour être vécues, elles ne sont pas faites pour durer. Oui. Mais s'il y a quelqu'un qui passe devant ton nez et qui te plaît, pourquoi pas? Il y a une disponibilité. Oui. Moi, je ne suis pas contre l'idée carrément de rejeter ses soins en disant « Oh là là, moi je me suis tapé des couples, c'est des biais d'expérience ratée. Je me suis tapé des catastrophes où ça a été plan-plan, moi plus jamais je suis mieux avec moi. Donc, oh ben non, le prochain qui passe, non, alors là, moi c'est pas confortable, j'y vais pas. » Non, est-ce que tu peux offrir une disponibilité sans forcer? Tu vois, sans forcer, draguer, chercher, chasser, machin, tout ça. Oui, voilà. C'est-à-dire, c'est plus cool. Le couple promesse de bonheur, pas du tout. Par contre, des moments éphémères, vrais, sincères, totalement. Voilà. Après, c'est plus difficile d'avoir les opportunités. Donc ça, c'est plutôt saine, à mon avis. Tu vois. C'est plutôt parce qu'il y a eu des appuis intérieurs. Ça répond peut-être à la question de ce qu'il demandait, là, ce qu'il disait. Et quand j'ai plus d'appui intérieur et que j'ai construit mes repères sans le couple, j'ai fait cette expérience, alors je peux trouver de la tranquillité, un peu plus de paix. On ne peut pas avoir de la paix tout le temps, ça n'existe pas. Hein. Mais il y a un peu plus de paix avec soi, donc de sécurité intérieure. Il y a un peu plus d'intensité avec ce qui est dispo. Et puis du coup, il y a moins besoin de se prendre la tête avec le couple. Mais pour autant, ça peut être aussi sympathique si un couple se présente, pourquoi pas. Mais pas, là, c'est pas à n'importe quel prix du coup. C'est sans sacrifice, sans se sacrifier dedans. Alors du coup, c'est moi. Donc du coup, je rebondis sur un proverbe qu'on m'avait donné et que je trouvais un petit peu sympa, qui était un petit peu cliché, cliché sur les anciens systèmes, mais je trouvais ça assez vrai. On m'avait dit, l'homme est un voilier. C'est un bateau qui part découvrir les Amériques et qui va découvrir un petit peu toutes les choses et tout. Et puis la femme est un port. Et quand on... C'est super cliché. Elles vont pas aimer. Ah oui, j'avais prévenu, attention, c'est un super cliché, mais en fait, quand le bateau il part à l'aventure, des fois il ramène des cales pleines et il ramène. Et oui, justement, oui, bon, justement, c'est intéressant, termine quand même. Justement, en fait, si vous voulez, le fait d'être à deux, ça permet d'avoir en fait le côté port qui est la quand on s'en va, on découvre, on a nos propres recherches, en fait, si j'ai bien compris. Et puis, on peut rentrer à la maison avec la sécurité du bon port. Et, mais là, du coup, en fait, il faudrait qu'on ait chacun, que ce soit le couple, c'est chacun le port de l'autre, en fait, si je comprends. C'est notre port intérieur. Et là, je reviens sur ça serait notre port intérieur. Hein, c'est notre boussole intérieure. C'est pas le port de l'autre. Si tu confies ta sécurité à quelqu'un, à un humain est faillible. À tout moment, il peut décéder, il peut partir, il peut mourir, il peut t'envahir, il peut faire tout ce que tu veux. Parce que vous Donc un humain est toujours faillible, alors que tu peux compter peut-être un peu plus sur toi et encore. Il y a des moments où tu ne seras pas ton port. On ne peut pas être tout le temps en sécurité, c'est impossible. La réalité est incertaine. Il n'y a que de l'incertitude partout. Donc en fait, on passe notre temps, si vous remarquez, ça c'est les neurosciences, les dernières découvertes des neurosciences, on a remarqué qu'on passe notre temps à interpréter la réalité pour la stabiliser. Parce que le principe de base, c'est que c'est incertain tout le temps. Donc on cherche toujours à résoudre des problèmes, on est orienté problème, résolution de problème, et comment on va interpréter avec nos croyances pour se stabiliser, pour nous stabiliser. Ici, oui. Tu pourrais te dire, ah mais si je trouve
Si je suis un homme, alors peut-être une femme va être mon port d'attache et je pourrais partir explorer le monde. Et il y a les femmes aujourd'hui, elles font ça. Je vais me trouver un mari, là c'était le cas de ma patiente ce matin, et alors après je peux explorer avec mon amant là-bas, puisque j'ai mon mari et top secret, je ne vais pas lui dire. Oui, non, mais tout à fait d'accord, mais parce que vous, chaque fois vous partez sur un postulat, le couple ceci, le couple cela, mais moi personnellement, je ne sais pas comment le créer ce couple. Donc là, ok, derrière, après, bah, ça peut être sympa, pas sympa, bien, pas bien, etc. Mais maintenant, moi, à la base, je bug un peu de comment créer cette relation, comment se créer cet engagement qui permet qu'après on soit en couple. En fait. Mais déjà, ce n'est pas une nécessité vitale. Non, mais, donc, ça mais le même, fait en ou ça fait, le fait j'aimerais pas. bien que mes questionnements perso sont sur le mode d'emploi de comment on se met en couple. Et après, derrière, il y aura tout ce qui va derrière. Déjà, je rejoins ce que tu avais dit, qui est j'attends que quelqu'un se présente en magasin avant d'aller vouloir créer un couple. Parce qu'il n'y a pas pour moi, il n'y a pas de volonté à vouloir faire quelque chose, à créer quelque chose. Ça veut dire que déjà, il y a un idéal, une espèce de rêve latent qui est je veux mon prochain couple, who's next. Bon, et donc je veux les modes d'emploi pour who's next. Et moi, je suis non. Avant de who's next, je n'ai pas forcément besoin de faire un couple. Est-ce que je peux rester un peu tranquille, là, en mode j'attends que quelqu'un se présente. Si ça me fait plaisir de chasser, j'y vais, mais j'en fais pas un truc de dingue, quoi. J'en fais pas un machin où je retrousse mes manches, et les stratégies de séduction, et vas-y que j'y vais, tous les coachs en séduction, et je suis sur le terrain, et je peux pas, sinon je suis angoissée, comme c'est pas possible parce que je suis pas sur un site de rencontre. Voilà, un peu tranquille. Et après, s'il y a quelqu'un qui se présente, ce sera le moment venu pour travailler sur le mode d'emploi. Et le mode d'emploi, c'est souvent... D'abord, j'avais fait une conf sur les ingrédients du couple épanoui, donc tu pourras écouter ce que j'avais fait à ce moment-là. Mais le mode d'emploi, c'est déjà, ça part d'un endroit où tu es stabilisé, tu as des appuis internes. Parce que tu n'as pas cette volonté, le couple est une nécessité vitale, tu es un peu tranquille avec toi. Et tu sais beaucoup mieux poser tes limites à partir de l'endroit où il y a un équilibre qui s'est créé en toi. Oui, mais quand on est de base un attachement pas sécure, automatiquement c'est compliqué. Quand tu as un attachement insécure, tu vas courir après une figure d'attachement. On est plus enclin à chercher un réconfort ou un bon port. En fait. C'est ça, et ben c'est le problème. Donc il faut d'abord résoudre ce problème-là, qui est je ne fais pas du couple une promesse de bonheur. Ce n'est pas parce que j'ai été insécurisée enfant que je dois rester enfant toute ma vie, parce que j'ai grandi, je suis aujourd'hui un adulte, donc je dois apprendre à ne pas me sentir cette dépendance. Je ne suis plus un enfant. Donc je n'ai pas tant besoin de ça, d'un port d'attache. Ça, c'est pas vrai. C'est bien pour un enfant, mais tu n'es plus un enfant. Donc tu dois apprendre à trouver tes repères intérieurs, à ta sécurité, à grandir ce sentiment de sécurité intérieure. Et après, tu peux faire un couple. Tu vois, c'est ça le truc. Parce que sinon, tu mets la charrue avant les bœufs. Parce que j'ai été insécurisée et que j'ai toujours un attachement insécure, je veux un couple pour me sécuriser. Donc je continue de chercher là-bas quelqu'un qui va me jouer le port d'attache. Et là, c'est toujours dangereux parce que tu vas toujours... ça va être faillible. Tu es à deux doigts de t'écrouler. Parce que ça tient, puis après ça tient plus, et puis ça tient, et puis c'est dangereux, tu le confies à quelqu'un. Tu confies ta sécurité à quelqu'un. Donc comme les adultes, vous n'avez pas besoin de confier votre sécurité à quelqu'un. Vous n'êtes plus des enfants. Ça, c'est bien quand on est petit, ça. C'est normal, enfant, mais à un moment donné, vous êtes des grands. Et cette croyance, c'est une croyance. Je suis sûre que j'ai besoin de quelqu'un pour ma sécurité. Non, c'est pas vrai. Vous êtes grand, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour votre sécurité. Vous êtes dans votre lit le soir, il y a un peu de vide affectif, mais c'est pas un drame. Vous pouvez vous endormir, vous pouvez lire un bouquin. Il n'y a pas de besoin toujours qu'il y ait quelqu'un, un doudou qui vous prenne dans les bras. Vous n'êtes plus un enfant. C'est fini. Alors vous pouvez faire ce que vous voulez, mais c'est fini, vous n'êtes plus des enfants. Mais vous n'avez pas réalisé en fait. C'est comme si vous êtes toujours entre 0 et 10 ans dans votre imaginaire. Vous avez gardé ces traces d'enfant, comme quoi vous avez besoin de quelqu'un pour vous sécuriser, pour vous prendre dans les bras, sinon, je ne sais pas. Mais non, c'est pas vrai. Vérifiez-le dans l'expérience, ce n'est pas vrai. Est-ce que quelqu'un veut me contredire ? Je suis sûre qu'il y en a qui vont dire « Ah là, mais c'est pas vrai, c'est tellement angoissant d'être seule, j'ai des angoisses. » Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me consultent qui ont des attaques de panique à être seule. Donc là, je suis en train de construire une formation en ligne pour gérer la solitude et la peur du vide. Parce que le problème racine, il est là. Hein. Tant que je n'ai pas été me confronter à cette problématique du vide affectif et cette peur de la solitude, que je gère mal, que je ne peux pas tolérer, je ne peux pas passer du stade dépendant enfant.
trouble de l'attachement insécure à quelque chose de sécure. C'est pas possible, je suis pas sécurisée en moi. Impossible. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous êtes en train de dire, justement. Et par contre, ce que je trouve gênant, par contre, c'est le reflet, justement, des gens. Parce qu'en fait, quand on se définit, justement, comme une personne indépendante et qui n'est pas dans le besoin, justement, de l'amour ou du couple pour s'épanouir, le reflet qu'on nous envoie, c'est... Enfin, ce que je ressens, en tout cas, c'est... Ouais, elle est seule... le fait d'être seule, on a raté notre vie, quoi. C'est ça, oui, mais Ouais. c'est ça, c'est une norme sociale. Ouais. Ils trouvent une norme sociale. Mais ça, c'est vrai. Alors, il y a des... On voit que ça évolue un peu aujourd'hui. Il y a des petits mouvements qui apparaissent. Alors, je citais le polyamour, les unions libres. Tu as le mouvement de la sexualité, des gens qui sont asexuels, qui sont bien sans sexualité. D'autres qui sont bien seuls et qui revendiquent le fait qu'ils n'ont pas besoin d'être en couple pour être épanouis. C'est des minorités, hein. Et donc, c'est des mouvements qui apparaissent comme ça, des contre-mouvements qui font le contrepoids avec le mythe de l'amour romantique ou le mariage tradit. Mais c'est effectivement, comme c'est des minorités, tu es encore stigmatisé comme étant hors norme. Et Ouais, on va te rejeter ou on va te juger comme étant, mais non, je te fais savoir que c'est pas vrai. Ça va mal finir pour toi. Mais l'autre te balance son inquiétude, en fait, son cadre de référence, qui est, moi, si c'était moi, c'est ce que te disent tes copines, mais si c'était moi, mais moi, je serais inquiète pour moi, hein, je vais finir seule avec mes chats, mon Dieu, c'est un drame, quoi. Et donc, c'est ça qu'on te renvoie. En fait, les gens te renvoient leur patate chaude de leur inquiétude. Et ils te disent, mais non, t'es seule, c'est pas normal, tu rates ta vie, ou alors tu vas mal finir, tu vas être toute seule, tu vas mourir seule, personne ne sera là à ta mort. Mais déjà, personne n'est là, on meurt seul déjà. Mais même si on te tient la main, déjà, tu peux avoir des amis qui tiennent la main, tu vois, par exemple. Ou pas, selon si tu meurs dans un accident de voiture, tu n'auras personne. Donc, tu vas mourir seul, il n'y aura personne sur ta vieillesse, pour tes vieux jours, où il n'y aura personne pour te soutenir. Ben, putain, les gens, ils te filent des angoisses, ils sont complètement stressés, ils s'en rendent même pas compte, parce que pour eux, c'est normal, ils ne se posent même pas les questions, tu vois, ils se disent... Et tout ça parce qu'ils ont une frousse de la solitude, comme c'est pas possible. Ouais. Mais c'est une peur racine, la solitude. C'est évalué comme quelque chose d'hyper dangereux. Parce que quand on était petit, c'était dangereux pour nous. On était mal quand on était seul. On était impuissant. On avait besoin des adultes. Et ça a duré longtemps, cette affaire. Parce que les bébés humains, je vous rappelle, ils ne sont pas autonomes. Ils sont autonomes à 10, 12, 13 ans, mais ils ne sont pas autonomes, en fait. Donc ça dure longtemps. On a des traces de dingue de ce truc de la solitude. Oh là là, mon Dieu. Donc forcément, tu vas être caractérisé comme une vieille célibataire aigrie. Tu vois, la nana qui rigole pas, qui se marre pas. C'est pas fun. Et attention de ne pas te faire prendre au piège de ça, parce que c'est une injonction sociétale. Donc tu peux être piégé par la norme en te disant, c'est vrai, les autres, ils s'éclatent. Ils ont l'air de s'amuser en boîte de nuit. Moi, je suis là, je sors pas. Tu vois, il y a toujours quelque chose de fun. C'est pas du tout ce que je me dis, mais par contre, le renvoi social, par exemple, quand je rencontre des nouvelles personnes, c'est vrai que franchement, j'ose pas leur dire depuis combien de temps je vis seule et que je le vis très bien. Puis alors en plus, si c'est un monsieur qui arrive et que vous lui dites mais moi justement, je suis épanouie toute seule à la rigueur, oui, la compagnie de l'autre, mais justement que pour le bien et pas par le besoin, il fuit. Parce que l'homme, s'il n'est pas utile, il a peur. Hein. Alors, ça aussi, c'est un cliché. Certains, il y a dans le masculin, dans la polarité du masculin, il y a le côté sauveur quand même. Ça fait partie des stéréotypes du masculin. Alors, ils ne sont pas tous comme ça, parce qu'il y en a qui sont plutôt, ils ont besoin d'être maternés, donc ils jouent plutôt à la petite victime fragile qui attend la grande maman. Mais tu en as certains qui jouent au grand-papa et qui veulent sauver la petite femme fragile. Donc, tu vois, tu as des... Bon, voilà. Donc, ça, c'est dans ce cliché-là. Bon, donc là, tu tombes peut-être sur des mecs comme ça, qui veulent jouer au sauveur et qui disent, la pauvre, il faut la sortir de son bordel, là, parce qu'elle est toute seule. La pauvre, on ne va pas la laisser seule longtemps, elle doit être malheureuse toute seule. Pourquoi ? Parce que par identification empathique, lui, il se dit, moi, si je suis seule, c'est horrible. Donc, il ne faut pas la laisser seule, la pauvre. Tu vois ? Voilà, donc il y a des croyances comme ça, mais on n'est fait que de croyances. Donc, c'est intéressant de voir, mais... Sur quoi se basent ces prédictions, quoi ? Pourquoi est-ce qu'il me raconte ça ? Ça part de quel endroit ? Et là, si tu vois un peu derrière les apparences, tu te dis, bah oui, lui, il doit mal gérer sa solitude, effectivement. Donc, il me balance ces informations en mode jugement, parce que ça lui fait peur, en fait, tout simplement.
Et il a le droit, hein, c'est respectable, hein, qu'il aille s'amuser à droite à gauche. Enfin bon, après, le problème, c'est la souffrance qui est générée par le couple promesse de bonheur comme une nécessité, comme une vérité. Comme oui, c'est vrai, ça va me combler. Oui, c'est vrai, ça va me sécuriser. Oui, c'est vrai, je vais être passionnée. Voilà. Je voudrais quand même passer un petit moment sur les auteurs. Oui, vas-y. Attendez 30 secondes. Parce qu'après, je voudrais vous enrichir par les auteurs. On parle des injonctions sociales, effectivement, et quand, je me permets de reprendre ce que vous venez de dire, où pour vous, j'ai peur de lui dire que je suis seule et que je le vis très bien, tu le vis pas, enfin, vous ne le vivez pas forcément très bien, puisque vous avez peur de lui dire et de sa réaction. Ah. Et je pense que le poids de l'injonction sociale provient du degré que l'on veut bien lui accorder. Et en fait, devient une injonction sociale ce qu'on veut bien lui apporter comme qualité ou comme intérêt ou comme poids, et voilà, comme crédit. Et si l'autre nous juge X ou Y, ça restera chez lui, mais ça deviendra, je vais endosser le stigmate qu'à partir du moment où je l'accepte. Donc c'est à ce moment-là où on va pouvoir dire, lui me considère, mais ça lui appartient. Moi je suis bien comme ça. Et ouais, point. Ça. Et là, on va complètement se détacher des injonctions sociales et on va pouvoir vivre correctement ce que nous sommes. Et c'est cet élément d'identification. On s'identifie comment par rapport à l'autre, et c'est gagner en confiance en se disant, je suis bien et je le vis, je l'incarne, et après ça lui appartient, ce qui lui est... Oui, c'est ça, oui. Ouais. Oui, quand tu es confiante et que... Oui, c'est vrai, là tu adhères plus aux critiques ou aux jugements, tu dis, bon, écoute, il est libre de penser ce qu'il veut, soit, ça le regarde. Bon, mais moi je n'adhère pas en fait, parce qu'il y a une forme de tranquillité, effectivement, donc tu ne te sens pas trop concerné, quoi. C'est vrai, tant que tu es réactive, c'est qu'il y a une part de toi, par rapport aux critiques comme ça, qui se dit, il a peut-être raison, c'est pas faux, je suis peut-être hors norme, c'est peut-être pas normal, je devrais peut-être pas, tu vois, peut-être pas terrible d'être seule, voilà. Donc, à un moment donné, quand on est vraiment libre, on se fait pas atteindre, en fait, on n'est pas atteint. Comme ça, tu vas libérer l'autre aussi. Ouais, il n'y a pas de réactivité. Ouais. Peut-être que même moi, effectivement, dans la manière dont je le dis, j'influe déjà en fait sûrement la réaction de l'autre. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est possible. Alors, je veux un peu d'enrichissement avec les autres auteurs, parce que moi, c'est bien ma vision du monde, mais il y a quand même des auteurs qui ont vachement bossé sur le sujet de l'amour, promesse de bonheur, quand même. Donc, le premier, c'est Platon, hein, je vous rappelle, connu, parce que je pense qu'ils ont tous réfléchi sur l'amour depuis tous les temps. Dans le banquet, Platon voyait l'amour comme une quête de beauté et du bien. Vous vous rappelez l'histoire du banquet de Platon, c'est on vient se compléter avec l'autre. L'autre est un objet de complétude puisqu'on est incomplet. On est deux moitiés, là. C'est l'histoire de l'âme sœur. Là. Et donc c'était ça l'idée, mais c'était quand même l'idée de se compléter par un autre, donc de former un couple un peu idyllique comme ça, dans une quête de beauté et du bien, donc dans une quête de transcender le matériel. Donc on est bien dans l'élévation ici, d'où l'histoire de l'âme sœur qui est sortie derrière, hein, ça a été pondu après, mais l'origine c'est Platon, c'est le banquet de Platon qui a sorti ce truc qui a beaucoup de succès encore aujourd'hui, puisqu'on voit les flammes jumelles, les âmes sœurs, et machin, tout ça, ça fait parler beaucoup d'encre. Et donc, mais l'origine c'était lui, c'est lui qui avait sorti dans le banquet de Platon, vous voyez ce mythe apparaître. Et de nouveau, là on est vraiment... Le couple comme promesse de bonheur. Alors pour le coup, ceux qui adhèrent à l'âme sœur et tout ça, je me complète avec l'autre, ça c'est vraiment la croyance de base qui est, c'est une nécessité. Un jour je trouverai mon âme sœur, où elle est, où je l'ai déjà rencontrée, mais c'est foireux, mais il me la faut parce que c'est mon âme sœur, donc c'est ma moitié. Hein, okay. Donc je cours derrière l'âme sœur jusqu'à la fin de mes jours. C'est écrit, c'est dans... Voilà, bon. Donc ça, c'est dangereux en termes de croyance, hein, puisque ça ne va pas vous mener au bonheur, puisque c'est l'idée d'être complété par un autre. Aristote, pour lui, l'amour, c'est l'amitié, c'est essentiel à une vie heureuse. Donc aujourd'hui, c'est aussi un mouvement qu'on entend quand même. Hein. Il y a un mouvement aristotélicien où on entend, oui, le couple, avec tous les divorces et les tromperies en sous-marin, c'est quand même pas très sain, sauf si vraiment on travaille au couple. Mais sinon, l'amitié, c'est quand même plus sûr en termes d'amour. Et c'est moins dangereux parce qu'on met moins d'enjeux. Voilà, on attend moins de nos amis que de notre partenaire.
On a moins d'attentes irréalistes. On exige moins, on s'imagine moins de choses. Il est disponible, notre ami n'est pas disponible, il n'est pas disponible. On ne va pas faire des cacas nerveux de dingue. Il m'a trahi, oh là là, il m'a trompé, il m'a menti. Oh là là. Bon, on ne fait pas ça avec nos amis. Donc, il y en a qui le font, mais bon, c'est moins fréquent. Mais on va dire qu'ils ont le même problème que ceux qui sont dans l'amour avec une personne. C'est souvent, c'est mon histoire d'âme sœur en fait, je mets tout sur un panier. Et j'ai des attentes comme ça. L'autre va venir me sauver la vie, mon sauveur, ma sauveuse. Est-ce qu'on peut dire pour l'amitié que c'est un peu une surcouche, en fait, l'amour? Et c'est pour ça que c'est comme en enlevant la surcouche d'amour, l'amitié est plus acceptable et plus réalisable? Oui, c'est moins menaçant. C'est-à-dire parce qu'en général, l'amitié, c'est pas sur une personne. En général, tu as des cercles d'amis. Moi, souvent, c'est ce que je dis à mon public. Je leur dis, ayez un cercle 1. Le cercle des amis proches, mais il n'y en a pas 50. Ceux sur qui tu peux compter en cas de difficulté, peut-être 1, 2, 3, ou peut-être plus. Le cercle 2 qui est un peu moins proche, tu vois, donc tu en as quand même plus. Voilà. Et puis le cercle 3, c'est les connaissances. Tu peux de temps en temps les appeler. Est-ce que tu veux venir à une conférence avec moi ou pas? Enfin voilà, bon, cercle 3. Voilà, donc là, les différents niveaux de cercle. Mais à vous d'étoffer votre réseau, en fait, d'amicalité, parce que ça ne tient qu'à vous. Hein. Effectivement, ça peut être aujourd'hui, voilà, Aristote le disait très justement, hein, c'est essentiel à une vie heureuse. C'est pas, ça contribue plus au bonheur, parce que, tu vois, il y a plus de dispersion, il y a plus de ressources. Tu as le cercle 1, le cercle 2, le cercle 3, bon, bah, c'est bien. Donc, tu peux compter sur plus de personnes, tu diversifies, plutôt que tout sur 1 sur 12. Voilà, c'est moins risqué, on va dire. Et en même temps, chaque personne, chaque ami montre une diversité, est unique en son genre. Chaque être est unique. Donc, il a sa singularité, sa spécificité. Il peut te nourrir sur un certain plan que l'autre d'à côté aussi, ou l'autre pas. Enfin, tu vois, tu vas trouver chez chacun quelque chose de différent que tu peux... Alors que si tu n'as qu'un partenaire de couple, eh ben, bonjour les emmerdements, hein, parce que tu as le bon, le très bon, et tu as le très mauvais. Toutes ces imperfections, les endroits où tu es frustré, et tu as tout le très bon. Mais quand tu diversifies, tu as un peu plus de, voilà, t'as un peu plus de choix. Quoi. Voilà. Donc, l'amitié, c'est vu quand même aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent en éco-habitat ou en écolieu. Ben, c'est des histoires de faire vivre des communautés d'entraide. Donc, on le voit, c'est quand même des mouvements qui émergent, comme quoi on est plus sensible à l'amitié en groupe, à l'entraide groupale, qu'au couple qui, quand même, se casse la gueule, puisqu'il y en a quand même 70% qui divorcent. Même si ça peut marcher aussi, hein, ça peut être souhaitable de faire un couple, mais il y a quand même beaucoup je trouve, des mouvements de communautés, enfin communautés, oui, des formes de groupes qui émergent et qui sont plébiscités aujourd'hui. On en voit un peu pointer son bout du nez un peu partout. Ou du je sais pas quoi, covoiturage, co-collectif, cohabitat, enfin, je sais pas, les gens cohabitent beaucoup plus qu'avant, c'est revenu à la mode. Donc c'est vrai, on voit pointer. Alors peut-être que c'est par rapport à des problèmes système des enjeux écologiques, mais non, je pense qu'il y a vraiment cette représentation comme quoi le couple, il n'y a pas que le couple sur Terre, pourquoi pas, et la famille, mais que d'être... Et pourquoi pas faire un couple et une famille entourée d'amis. Voilà. Et la notion de groupe remonte à la surface, je trouve. Schopenhauer, donc je vous en ai déjà parlé parce que j'aime bien Schopenhauer, mais il a une vision très rationnelle, hein, qui est plus pessimiste. Donc il y a un biais pessimiste, hein, chez Schopenhauer dont la théorie évolutionniste s'est inspirée par ailleurs, en disant que l'amour est une force irrationnelle qui pousse les êtres humains à se reproduire au détriment du bonheur personnel. Puisque une fois qu'on a ce qu'on veut, une fois qu'on a capté le partenaire qu'on souhaite, hein, et qu'il est... voilà, ça devient un objet de déco, c'est notre plante verte, c'est notre magnifique objet dans notre maison. Mais on va avoir, comme le désir naît du manque, on va s'ennuyer et on va manquer de quelque chose et on va fantasmer sur un ailleurs meilleur. Donc on est des frustrés et des insatisfaits chroniques, c'est ce qu'il dit, hein, Schopenhauer. Et donc ce n'est pas avec le couple que vous allez régler le problème. Alors là, oubliez, c'est bien, c'est gentil, bon, vous vous reproduisez, c'est bien, mais pour la satisfaction, c'est pas la quête du Graal, c'est pas là. Détournez-vous, allez voir ailleurs. Bon, voilà, ça c'est une vision un peu pessimiste de l'affaire. Parce que c'est un peu excessif aussi, hein, voilà.
c'est un peu autosuffisant, on va dire. C'est un peu réaliste, mais alors réaliste en mode bon, laissez tomber l'affaire du couple parce que il y aura pas de, c'est pas là que vous trouverez quelque chose, quoi. Bon, c'est un peu excessif aussi. Épictète, qui était la philosophie stoïcienne, qui soutient que le bonheur dépend de notre attitude et non des événements extérieurs, y compris l'amour. Voilà, alors ça c'est intéressant quand même. Et je vous rappelle qu'il disait souvent agir sur ce qui dépend de nous et pas sur ce qui dépend des autres. Donc ici, vous voyez que quand on dit le couple comme promesse de bonheur, si je confie ma sécurité ou ma passion dans le vecteur du couple, par la stratégie du couple, tôt ou tard, je risque, comme ce n'est pas garanti, puisque la vie est impermanence, et que je n'ai pas le contrôle sur un autre, je risque d'être déçu. Et là, il précise dans la philosophie stoïcienne, agis sur ce qui dépend de toi. Donc, ce sur quoi je peux agir, par exemple, je vais mettre mes limites, je vais faire savoir que là, c'est OK, que je peux faire des enfants avec lui ou pas avec lui. Je veux bien partager ça et pas tout. Je veux bien être dans la même maison ou pas dans la même maison. Enfin voilà, je vais mettre mes limites à l'autre et je vais agir sur ce qui dépend de moi, pas sur ce qui dépend d'autres. Voilà. Donc là, c'est un peu plus sage déjà comme principe. Freud, il avait dit que pour lui, l'amour, c'est le désir et la pulsion. Alors lui, il dit l'amour peut être source de bonheur, mais aussi de conflits internes et de souffrance en raison des tensions entre le moi et le surmoi. J'en ai parlé tout à l'heure, hein. Le moi et le surmoi, quand j'ai parlé d'idéologie, on a un idéal, un rêve du couple comme étant promesse de bonheur ou d'accomplissement. Je ne vais pas rater ma vie, je vais réussir ma vie. Il y a beaucoup qui me sortent ça, une majorité me dit alors pourquoi je vais faire couple? Ah, je vais réussir ma vie, je vais rater ma vie si je ne fais pas un couple. On l'entend tout le temps, ce truc-là. C'est d'un classique, ça. Mais vous ratez rien parce que vous réussissez rien. Vous avez remarqué que vous ne réussissez pas. Fermez les yeux 30 secondes, enfin peut-être pas là maintenant, mais quand vous fermerez les yeux, vos moments, le soir, faites ça ce soir, vous avez vos expériences réussies dans votre vie. On prend les expériences amoureuses. Reprenez vos expériences amoureuses réussies qui sont des séquences, des moments inoubliables réussis. Alors ça peut être sur 1 an, 2 ans, 6 mois, 3 ans, bon, peu importe. Des séquences inoubliables, ok? Qu'est-ce qui vous reste quand vous fermez les yeux? Une image, une émotion. À l'instant T, il y a une image, une émotion, un grain une poussière. Une poussière, c'est une poussière. Il ne vous reste rien en fait. Tout s'évanouit. C'est juste une image, un souvenir, une couleur, une saveur. C'est tout. Mais pas plus. C'est exactement ce qui se passe quand vous allez mourir. Qu'est-ce qui va vous rester de tous ces moments? Vous aurez raté quelque chose, vous aurez réussi quelque chose. Vous aurez des regrets. Mais c'est quoi ces histoires de regrets? Ça n'existe pas. On ne peut pas regretter. Vous aurez eu des moments chouettes, moins chouettes. Il y aura juste des souvenirs comme ça, éparses. Voilà, il y a des souvenirs. Je me rappelle que dans ma vie, c'est passé ça, 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 ça. On voit très bien. And so what? Tout ça pour ça. C'est incroyable quand même quand vous y pensez. Alors je ne veux pas désabusé. Hop. Je ne veux pas être désabusée, mais c'est juste que quand ceux qui me disent j'ai un idéal, alors je reprends Freud, l'idéal du moi, là, qui dit ah je cours, je veux être une bonne amante, une bonne épouse, une bonne je sais pas quoi, ou alors je veux que le couple soit parfait. Et je veux rien rater, oh là là, mais oh, mon Dieu, tout ça pour ça. C'est incroyable quand même, un truc de dingue. Voilà, tout ça pour ça. Il va vous rester 3 miettes de souvenirs comme ça. Et si vous avez des regrets, c'est que vous n'avez rien compris. Hein. Si vous avez des regrets, on ne peut pas avoir de regrets dans la vie, puisque si vous aviez, quand vous aviez, je sais pas, 5 ans, si vous étiez une fille, vous aviez envie de jouer à la poupée, ou même à 3 ans, vous vouliez votre nounours. Donc vous ne pouviez pas faire autrement que de vouloir votre nounours. Ou quand vous croyez au Père Noël, à l'époque, vous croyez au Père Noël. Vous ne pouvez pas faire autrement que de croire au Père Noël. Après, vous avez arrêté, vous avez grandi un peu. Vous ne vouliez plus votre nounours, mais vous vouliez votre bicyclette. Et puis après, vous avez eu votre bicyclette. Et puis après, vous vouliez votre partenaire préféré pour faire un couple. Et puis après, vous avez eu votre couple. Puis après, vous avez eu l'impression d'avoir réussi votre vie parce que vous aviez eu votre couple préféré et vos enfants préférés. Donc vous avez eu l'impression que c'était gagné, ça y est, vous avez tout réussi, tout était gagné, pas de bol, vous avez l'impression de rater quelque chose, il vous manquait quelque chose. Vous manquez, vous ennuyez, vous avez rêvé d'autre chose, de vous accomplir avec un boulot, un machin, une maison, une voiture. Donc vous avez encore couru après l'idée de réussir quelque chose, mais vous ne pouviez pas faire autrement. À 3 ans, vous vouliez votre nounours, à 5 ans,
Vous vouliez votre Père Noël, vos cadeaux du Père Noël, après vous vouliez votre amoureux préféré, après vous ne pouvez pas être autrement que ce que vous étiez à ce moment-là, vous avez besoin de passer par des expériences. Et des fois, il y en a qui meurent avec cette croyance au Père Noël ou au couple préféré. Il y en a qui meurent comme ça, ils n'ont pas le temps de réfléchir à la question comme on le fait là, ils ne décortiquent pas tout ça, et ils meurent avec cette croyance du couple idéal, comme promesse de bonheur. C'est pas grave. Ils auront eu l'impression d'avoir raté quelque chose. Bah oui, mais vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête avec ce truc, je rate ou je réussis ou je rate, je m'accomplis pas. Encore une injonction sociétale, accomplissez-vous, ne ratez rien, vous réussissez si vous êtes une mère, vous ratez si vous n'êtes pas une mère, vous réussissez si vous êtes en couple, vous ratez... Oh, mais putain, comment se prendre la tête en 10 leçons, hein, voilà, vous êtes sûr. Non, mais c'est vrai, c'est un truc de ouf. Mais c'est que des... Voilà, vous êtes comme vous êtes, vous vivez des expériences qui sont un coup super, un coup vous êtes au sommet de votre vie, un coup vous êtes en dessous de votre vie, un coup vous êtes... ça fait comme ça. Mais c'est pas... C'est ça la vie, c'est le mouvement. Enfin, il n'y a pas de réussite ou de ratage. Vous n'avez rien raté ni rien réussir. Là, vous êtes plus tranquille. Hein. Quand vous arrêtez de croire à ça, ça tranquillise. Vous êtes beaucoup plus dans lycée maintenant parce que vous arrêtez moins de croire sur des idéaux. Bon. Oui, vas-y, parce que sinon, moi, je continue de causer, je ne m'arrête jamais. C'est bien de m'arrêter. C'est un peu raide ce que vous dites. Oui. Parce que vous dites arrêtez de regretter, arrêtez si, et en fait je vais dire ouais d'accord, je vais sortir d'ici, je vais dire effectivement elle a raison, je vais arrêter parce que je vais être plus libre, et je vous le dis par expérimentation, hein, et si je peux apporter quelque chose de positif à tous, et moi je le reprends un peu comme un peu raide, parce que si on me l'avait dit il y a un temps, je dis mais ouais elle a raison, mais pétard, je regrette encore, et c'est dur. J'ai beau m'auto-convaincre qu'il faut que j'arrête de regretter. Et en fait, moi, ce qui m'a permis de pouvoir être plus flexible et être plus en paix, c'est d'accepter que j'ai pu, entre guillemets, à un moment donné, et je le qualifie comme ça, échouer, ou pas arriver ce à quoi j'aspirais ou atteindre, entre guillemets, mon idéal, et de me dire, mais tu as fait ce que tu as pu à ce moment-là, et effectivement, mon action était complètement liée avec mon sentiment, mon émotion du moment, et je ne pouvais pas faire autrement. C'est ça. Voilà. Vous cautionnez ce que je viens de dire. Oui, mais je sais, mais je me permets de dire que c'est que ça peut être pris un peu comme raide en disant arrêtez de faire ci, et penser, Oui, mais c'est bien de développer. Oui, mais développer comme ça dans d'autres avec ce que j'ai ressenti, et peut-être avec mes mots. Et en fait, quand on parle de lâcher prise, ce que vous disiez juste précédemment... Alors, je n'utilise jamais le mot lâcher prise. Non, justement. Justement, c'est le fait que ce que disait Épictète, tu agis que ce sur quoi tu peux agir, et les autres, tu peux pas. Déjà, c'est pas ta vie, ils ont leur chemin, et soit justement lâche prise sur les autres, tu peux pas, et agis, toi, va dans ta direction, et dis-toi que ce que tu as fait à ce moment-là, regrette pas. Tu ne pouvais pas faire autrement. C'est ça. Et c'est comme ça. Et c'est effectivement accepter, c'est l'acceptation de ce qu'on a pu faire, et puis d'être moins dur avec soi sur ce qui s'est passé. Merci pour le développement. C'est des choses que je développe beaucoup de cette manière-là, en général, d'ailleurs. J'étoffe un peu, j'étaye. Là, j'ai fait rapide parce que je ne suis pas sur ce sujet des regrets et du libre arbitre, mais c'est des questions que j'ai souvent soulevées, et que les gens qui m'écoutent ont entendu déjà, le fait qu'on ne peut pas regretter quelque chose, parce que de toute façon, à cette époque, comme tu l'as dit si bien, je ne pouvais pas être autre que ce que j'étais, avec les informations que j'avais, avec les croyances que j'avais, avec les expériences que j'avais. Quand j'étais petite, j'étais comme ça, je ne pouvais pas voir les choses autrement. Après, j'ai grandi, je ne pouvais pas voir les choses autrement. J'ai dû passer par ces expériences pour faire des conclusions. Voilà. Mais je reviens juste sur le couple, après je vous passe la parole, promesse de bonheur. Pour moi, j'étais sur les idéologies, sur l'idéal, on est sur Freud là, qui dit qu'il y a un idéal du moi qui est très puissant en général. On est des idéalistes très souvent. La plupart d'entre nous sommes des idéalistes en herbe.
Et donc, je parlais en tout début d'entretien, de conférence, combien je pisse les idéologues, parce qu'en fait, on est prisonnier de ces idéaux. Et on ne les voit pas, on les débusque pas. Et ici, l'idéal du couple, ça va avec l'idée du manque, en fait. Si je crois que le couple est nécessaire à ma vie comme un point d'un port d'attache ou vecteur d'intensité ou de passion, etc., alors tôt ou tard, effectivement, je vais sentir le manque. Le manque du rêve non accompli, le manque de l'objectif non atteint, et donc le regret. Le regret où j'ai failli, j'ai raté quelque chose et les autres ont réussi. Voilà, c'est pareil, hein, je vais me comparer à ceux qui ont soi-disant réussi alors que moi j'ai raté un truc. C'est toute cette affaire-là, en fait. Et donc, cette idée du manque, à un moment donné, est-ce que vous pouvez vous délester de ce manque qu'un jour, vous serez comblé plus par quelque chose, ou par quelqu'un, ou par un couple, même pas quelqu'un, c'est un couple. Un couple ne va jamais vous satisfaire plus. Donc, l'idée du manque doit être aussi travaillée. Parce que c'est une idée. Une idée, c'est une pensée. C'est tout. Penser, c'est une pensée. Ce n'est pas une sensation, ce n'est pas une image, c'est une idée. Donc, c'est du cognitif, c'est du mental. Donc, c'est important que vous puissiez être clair sur l'idée du manque et qu'un jour, vous puissiez vous engager sur la cessation de l'idée du manque. Qu'il ne vous manque pas d'amour, vous manquez pas, en tant qu'adulte, vous ne manquez pas d'amour. Vous pouvez y croire, vous n'êtes pas obligé d'y croire, parce que ça va vous mettre la tête sous l'eau. Vous ne manquez pas forcément d'argent toutes les 5 minutes. Vous pouvez vous rassurer en tant qu'adulte pour faire un budget et pour vous dire, bon, attends, je ne suis pas encore tout de suite SDF dans la rue, je ne suis pas Cosette. Alors, sauf si vous êtes Cosette, hein, mais vous n'êtes pas obligé de la jouer comme ça. En général, en fait, comme on est orienté sur les peurs, on dramatise. On se fait peur et donc on s'effraie, je vais manquer d'amour, je manque d'amour, je vais être frustrée, je ne vais pas avoir assez de sexe avec cette personne parce que sexuellement, c'est pas terrible. Je manque. Alors, je manque d'amour, je manque d'argent, je manque de ça, je manque de je manque d'amis, je manque... Est-ce que vous pouvez vous séparer 5 minutes ou mettre à distance l'idée du manque pour revenir beaucoup plus à ce qu'il a? Ça va... Donc ça veut dire revenir dans le corps aussi. Revenir plus dans les sensations, être connecté à vous, être connecté à l'environnement, c'est-à-dire à la réalité de ce qui est là maintenant, ici, là, connecté, plutôt que de déconnecter dans votre tête avec l'idée du manque. Voilà, ça c'est une piste que je vous donne, parce que moi j'ai travaillé beaucoup là-dessus, hein. Et je vois sans arrêt comment ça me rattrape parfois de me dire, ah oui, mais quand même, peut-être qu'il me manque quand même un peu de ci, de ça, peut-être que ce serait plus fun si... Peut-être que ce serait plus sympa si je voyageais. Peut-être que ça serait plus sympa. Voilà. Alors, plus de fun, plus de... Voilà. Et après, je me dis, mais attends, là, tu entretiens encore l'idée du manque. C'est vraiment un miroir aux alliés, ce truc. C'est l'idée que la satisfaction va être... et je vais manquer de... Voilà. Il reste 5 minutes, c'est ça? 10 minutes? Ok, bah, je vous laisse. Alors, c'est bien de rebondir. Alors, j'ai un peu perdu le fil, là, du coup, parce que je voulais rebondir par rapport à ce que disait la jeune femme derrière. Moi, je vous ai trouvé raide dans la façon de dire, en fait, c'est pas forcément sur les regrets, mais c'est le fait de se dire, on regarde derrière soi et on se dit, ah, bah, il n'y a que des petits trucs, des machins qui sont comme ça. Mais en fait, quand on regarde derrière soi et ce qui reste... Tous les échecs, enfin tous les échecs ou le peu d'échecs qu'on peut avoir, c'est aussi notre vie. Moi, ce que je veux dire, c'est que un divorce, ça peut être considéré comme un échec, mais c'est quand même une super belle histoire. Un enfant, pour moi, quand je regarde derrière, je regarde un divorce. Pour moi, c'est pas forcément un échec parce que je le voulais. Un enfant, je le voulais, et une carrière, je le voulais. Et en fait, c'est pas des regrets. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en ça que je vous ai trouvé rude, comme si c'était pas grave. Je disais, je défendais le point de vue qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite. C'est pour ça. Comme on est dans le monde de la dualité... c'est des réussites quelque part. C'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. Parce qu'il y a la dualité. Parce que vous n'avez jamais tout noir ou tout blanc. Donc ça ne peut pas être un échec ni une réussite. C'est et. C'est à la fois des moments douloureux. Alors je ne parle même pas d'échec et de réussite. Je ne dirais même pas ça dans mon vocabulaire. Je dirais il y a eu des expériences malencontreuses ou douloureuses ou souffrantes. J'utilise beaucoup plus ce mot. Vous m'entendez jamais dire échec et réussite, moi. Et il y a eu du bon. Et il y a eu des moments géniaux. Et il y a eu des moments où j'ai accouché, j'étais au sommet de ma vie. C'est ça. Alors peut-être que je l'ai compris différemment. Mais en tout cas, moi, quand
Quand je regarde derrière moi, j'ai envie de me dire, j'ai Mais vécu plein de choses, top, et je préfère voir le bon que les échecs ou les regrets. D'ailleurs, je préfère avoir des remords que des regrets, c'est mieux, parce que sinon, les regrets, je trouve ça super rude. Mais voilà, c'est en ça, dans la manière dont vous l'avez expliqué, j'ai trouvé ça un peu. J'ai des côtés provoques des fois, je fais exprès. Et c'est bien, oui, merci. Oui, peut-être, mais. Mais en fait, le point de vue que je défends, vous avez compris, c'est comme on est dans la dualité, c'est bien de faire la part des choses. Donc, il y a à la fois des moments qui ont été génialissimes, des moments éphémères qui ont été comblés, voilà, au top, et des moments où c'était l'inverse, où j'ai manqué, j'ai failli, où j'étais vraiment en bas de l'échelle. Et comme on oscille toujours dans cette dualité. Puisque c'est ça le monde relatif, c'est cette dualité. On cherche l'unité, on cherche la perfection, mais on est tout le temps dans une réalité de l'incertitude avec de la dualité. Et donc quand vous faites le point, c'est pour ça que je dis, le jour où vous allez mourir, ou même vous avez fait peut-être des expériences de récapitulation comme ça, des moments de bilan de vie. Ça arrive des fois pour des gens qui ont des accidents graves, des trucs comme ça, qui font des bilans de vie. Dans ces bilans de vie, qu'est-ce qui reste? Il reste ces histoires d'expériences, souvenirs comme ça. Et en général, ça s'articule. C'est pas un hasard. Tu vois, par exemple, tu dis dans ta trajectoire, j'ai eu un divorce. Oh là là, ça c'était rude, ça a été compliqué. Il y a eu des bons moments, mais des moments difficiles. Et à ce moment-là, j'ai compris que il y a eu un cadeau souvent dans les deuils difficiles, dans les trucs comme ça, dans les moments dramatiques. Et j'ai compris que, conclusion de l'histoire, à ce moment-là, j'ai pigé que il fallait que je fasse autrement. Et donc, je suis partie dans cette direction-là parce qu'il y a eu une conclusion qui s'est faite à partir de cette expérience. Et du coup, tu as rebondi sur ça et tu as fait autrement. Et après, ça t'a appris ça et que tu as appris ça. On dit souvent qu'on évolue, donc, et tu piges des trucs. Donc, tu vois comment ça s'est articulé et que tu ne pouvais pas faire autrement que de passer par là, 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 là. Parce qu'à ce moment-là, tu ne pouvais pas être autre, ce qu'elle a dit. Tu ne pouvais pas être autre comme ça. Il fallait que tu en passes par là. Et c'est ça le truc. Mais c'est ni bien ni mal. C'est pas, et c'est pour ça que je trouve triste ceux qui disent j'ai des regrets. Parce qu'il ne peut pas avoir de regrets. C'est juste, tu as une distance et tu vois les choses, comment ça s'est déroulé, comme un film s'est déroulé, comme un rêve s'est déroulé. Et que, voilà, tu étais un personnage dans le film et il s'est passé ça parce que tu pensais ça, tu voyais ça comme ça. Tu as eu une rencontre comme ça et après tu as eu ça. Et ce sont des trajectoires de vie, tu vois. Mais il n'y a pas de jugement moral, c'est ni bien ni mal. C'est juste que je suis souvent triste par les gens qui sont dans j'ai raté ou j'ai... Enfin, je dénonçais le je rate ou je réussis et je me mobilise beaucoup d'énergie sur je veux réussir parce que sinon je vais rater. C'est hyper angoissant comme truc, moi je trouve ça mais tragique en fait. Ouais, quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Est-ce que dans le bilan de vie, c'est pas justement une question d'amplitude? Parce que quand la personne, elle fait, voilà, j'ai 70 ans, qu'est-ce que j'ai fait, etc. C'est pas une question d'amplitude entre j'ai super souffert et j'ai super aimé. Et donc, du coup, en fait, ta variation est tellement forte que ça permet de pouvoir dire la personne a vécu pleinement sa vie. Ou pas, ça dépend à 70 ans comment tu seras. Moi, j'en sais rien. Des fois, tu n'as même pas le temps d'aller jusque-là. Je vois l'exemple d'un prince arabe en Arabie Saoudite. On lui offre un cheval, il s'en fout, quoi. Je veux dire. Bah oui. Et nous, on sera super heureux. Et donc, on aura eu ça. Puis après, quand il est mort, on est super triste et on aura fait nos effets de la vie, quoi. Dans la notion du bilan, en fait. Bah, c'est-à-dire que selon les croyances que tu as emmagasinées, tu finiras avec ces croyances-là, ou pas, ou tu changes tes croyances sur le monde, sur toi, sur les autres. Moi, je suis souvent en train d'essayer d'aider les gens à éviter des croyances qui contribuent à leur mort plus tôt, à les préserver un peu. Donc des croyances qui contribuent à mourir plus vite, c'est par exemple l'idée du manque, ou l'idée de croire... qu'un jour je vais trouver le prince charmant ou je sais pas quoi, ou une sécurité à tel endroit. Ça veut dire qu'ils vont s'épuiser, s'agiter comme des dingues pour aller s'y s'amis et donc ils contribuent plus vite à leur mort. Voilà, émotionnellement, physiquement, c'est comme ça que j'accompagne les gens, si tu veux, c'est ça qui m'intéresse. Après, tu vas mourir avec, il y en a qui ont même pas le temps de ouf, qui sont déjà morts, donc et ils partent avec leurs croyances dans l'au-delà, et puis c'est tout. And so what? C'est pas si... pas grave. Il n'y a pas quelque chose qui serait mieux qu'autre chose. Je ne suis pas en train de dire que c'est mieux. C'est pas juste, c'est pas injuste, c'est pas bien, c'est pas mal. C'est comme ça. C'est vrai que moi, mon job, c'est d'accompagner les gens pour qu'ils s'allègent un peu et qu'ils contribuent moins vite à s'effondrer.
ou à se préserver, voilà, qui s'aide à se préserver. Voilà. C'est un peu mon job. Oui, ben, je crois que c'est bon, hein, je crois que j'ai fini. Bon, alors je termine avec cette conclusion, comme quoi le couple peut être promesse de bonheur à condition que vous n'y rêviez pas, voilà, que ce ne soit pas un rêve, un fantasme, un imaginaire, et qu'à partir de là, ça peut être un vecteur d'augmentation de la stabilité et d'une forme de joie, de partager avec un autre que soi, et d'avoir quand même beaucoup de moments de plaisir à partager. Je suis quand même convaincue de ça. Voilà, bah merci. Merci. Et puis, la prochaine conférence, c'est le 4 juillet à la Gazette Café. Vous verrez tout ça sur mon site à événements. Et sinon, j'ai un atelier, un séminaire spécial célibataire, justement pour se faire du bien quand on est célibataire, se ressourcer, pas pleurer sur son sort. 19 au 21 juillet, du 10 au 13 août, sur comment ne pas répéter ces schémas. Voilà, que je co-anime avec des intervenants différents. Comment ne pas répéter les schémas? C'est vers Aix-en-Provence, à la Sainte-Baume. Très beau lieu d'ailleurs. Mais tu regarderas, tout est sur mon site à événements. Et c'est un travail assez en profondeur là. On est deux thérapeutes assez mouse, on ne vous lâche pas. Voilà.